Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je pense que vous m'entendez correctement. Alors, il est 14h02, donc on va commencer tranquillement le temps que les participants puissent se connecter. Donc, j'aimerais d'abord, au nom de la Coréade, vous remercier tous d'avoir répondu présent, aussi nombreux, puisqu'on est près de 300 inscrits aujourd'hui, donc ce qui est considérable, pour ce second rendez-vous de la Coréade, qui est aujourd'hui sur le thème des addictions et des troubles du sommeil. Donc, je remercie également très chaleureusement le professeur Maurice de Mathéis, neurologue, professeur d'addictologie et de pharmacologie au service de pharmaco-addictologie du CHU de Grenoble-Alpes, pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui, pour nous consacrer 2 heures de son temps précieux pour cette conférence, au cours de laquelle il saura, par son expertise et sa pédagogie, vous éclairer sur ces deux troubles coexistant très fréquemment et interagissant, comme le titre de l'intervention le signale, de façon bidirectionnelle. Il saura vous apporter des pistes de prise en charge et d'accompagnement de vos patients. Donc, on va commencer rapidement par quelques rappels concernant les modalités pratiques du webinaire. Donc, il se déroulera en deux parties. La première partie théorique, une pause de quelques minutes pendant laquelle je pourrai récolter les questions que vous poserez, et une partie questions. Voilà, donc le professeur de Mathéis répondra à vos questions, que j'imagine nombreuses. Donc, nous utilisons aujourd'hui le modèle webinaire. Donc, ça signifie que par défaut, vos micros sont coupés et que vous ne pourrez pas intervenir oralement. Cependant, pour favoriser les interactions, vous pouvez vous exprimer sur le chat, qui est représenté par l'icône en bas de votre écran sur la bulle. Donc, je pense que heureusement ou malheureusement, tout le monde connaît maintenant le modèle Zoom et sait où se trouve l'icône du chat. Donc, par le chat, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Mes collègues et moi-même les récolterons, nous ferons une synthèse et ensuite nous les poserons lors de la deuxième partie au professeur de Mathéis. Donc, ceci nous mènera jusqu'à 16h. Donc, on est ensemble pour 2 heures. Plusieurs d'entre vous nous ont déjà fait part de questions au moment de l'inscription. Donc, ces questions ont été transmises d'ores et déjà au professeur de Mathéis. Donc, certainement que vous obtiendrez des réponses à ces questions pendant le propos. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat. Et pour information, enfin, ce rendez-vous est enregistré et la vidéo sera mise en ligne sur le site de la Coréade, donc que vous avez vu défiler auparavant dans le petit diaporama, donc www.coreade.com, dans la rubrique replay. Donc, elle sera visible à tout moment. Ensuite, un questionnaire d'évaluation va vous être envoyé via le chat à la fin de l'intervention. Il vous sera aussi envoyé dans les jours suivants par mail. Donc, il est très court et nous vous remercions par avance de bien vouloir le remplir. Il nous est utile pour améliorer nos formations et pour adapter nos offres à vos attentes. Alors, un petit point associatif maintenant, je vais être brève, mais si vous souhaitez être informé de l'ensemble de nos formations et actualités, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. Donc, vous trouverez le formulaire d'adhésion sur notre site internet. Vous pouvez également soutenir l'association par une adhésion à titre individuel, la cotisation annuelle étant de 10 euros. Dernier point, le prochain rendez-vous de la Coréade, donc ce seront des rendez-vous mensuels qui vont être faits au cours de l'année 2021. Donc le prochain rendez-vous est déjà fixé, le vendredi 16 avril 2021, avec le professeur Amine Benyamina sur le thème addiction et comorbidité psychiatrique. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà. Donc, avant de laisser la parole au professeur de Mathéis, je vais laisser le docteur Benoît Fleury, médecin addictologue et président de la Coréade, vous dire quelques mots d'introduction. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. C'est pas moi qui gère la vidéo, donc c'est Cécilia, mais je peux rester discret, il n'y a pas de souci. D'abord, bienvenue à tous, et vous êtes très très nombreux, et tout le conseil d'administration et l'équipe de la Coréade s'en réjouit. Nous avons pris l'habitude de ces rendez-vous qui ont de grands succès. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Maurice de Mathéis, qui est du CHU de Grenoble et qui est aussi administrateur de la Société française d'alcoolologie, administrateur de la Fédération française d'addictologie. Merci d'avoir fait l'aller-retour Grenoble, Nouvelle-Aquitaine, Grenoble en un éclair. Nous aurons grand plaisir à t'écouter, à te regarder.
Je préviens les participants, les diapositives de Maurice sont parmi les meilleures du monde, tant dans la forme que dans le fond, ce qui évidemment suscite chez moi beaucoup de jalousie insurmontable, mais profitez-en bien. Et je crois que Maurice nous donnera l'autorisation de revoir ces diapositives pendant plusieurs semaines après son intervention. Donc, Maurice, bienvenue. Je te laisse la parole et merci encore de ta participation. Bonjour à tous, merci Benoît pour cette présentation très flatteuse. Merci Cécilia d'abord de m'avoir invité et d'avoir permis de parler de cette thématique extrêmement importante. Alors, je vais partager mon écran. Première question, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui, très bien. Hop, voilà, je partage. Et du coup, là, vous devez me voir en diaporama. Est-ce bien le cas? Tout à fait, très bien, Maurice. Très bien. Bon, vous allez voir qu'on peut dire beaucoup de choses, bien entendu, sur cette présentation, que ce soit les troubles du sommeil eux-mêmes, qui représentent une problématique en soi, bien entendu, et vous allez voir l'interaction, l'intrication avec les addictions va rendre encore plus complexe, mais évidemment, parce que finalement, vous allez voir que finalement, ce trouble du sommeil, le sommeil d'abord, est quelque chose d'essentiel à la vie de tous, et vous savez très bien que tous les mammifères dorment, et donc c'est pas le fait du hasard, c'est parce que effectivement, c'est indispensable. Donc, on reverra ensemble la place du sommeil, l'organisation du sommeil. Finalement, pour comprendre sa dérégulation, il faut comprendre aussi d'abord sa régulation, parce que finalement, ça va permettre de proposer là aussi des stratégies thérapeutiques, les rythmes de vie de manière plus générale. Finalement, quand on s'intéresse au sommeil de nos patients, on s'intéresse à leur rythme de vie. Et puis, on verra ensuite justement les troubles du sommeil et l'addiction et leur relation bidirectionnelle, comme ça a été annoncé par Cécilia. Et bien entendu, quelle évaluation clinique et paraclinique on peut proposer, et enfin, quel type de prise en charge thérapeutique, que ce soit sur le plan pharmacologique et non pharmacologique, on peut proposer en fonction du trouble identifié. Et avant de faire défiler mes diapositives, je vais vous montrer une petite vidéo qui n'est pas de moi, qui est l'Institut national de sommeil de vigilance. Voilà, donc vous voyez que déjà cette présentation brosse un petit peu toutes les évolutions sociétales de notre sommeil, finalement, de nos habitudes de vie. Et du coup, finalement, c'est pas très étonnant que quelque part ça puisse impacter sur nos usages et finalement l'évolution de troubles de l'usage. Vous allez le voir, puisque finalement ces habitudes, ces nouvelles habitudes se mettent en place très tôt.
Le sommeil est quelque chose, est une organisation extrêmement complexe, puisque vous voyez finalement que le sommeil en début de nuit n'a rien à voir avec le sommeil en fin de nuit, il se modifie tout au long de la nuit. Vous voyez qu'on a différents stades, hein, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, on descend de plus en plus profondément. Et vous voyez que les premiers cycles donc qu'on a au cours de la nuit, eh bien, sont beaucoup plus riches en sommeil lent profond, descend profondément. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, il y a moins en moins de sommeil lent profond, mais de plus en plus de sommeil paradoxal, où on a notamment du rêve, mais pas que. Et surtout, c'est qu'à la fin de chaque cycle, on a un micro-éveil dont on n'a pas conscience parce qu'il est trop petit. Sauf ceux qui sont très anxieux, qui vont vous dire, docteur, je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, du coup, c'est plus un micro-éveil, mais un macro-éveil. Mais ça, vous verrez que c'est important à le comprendre et à le rechercher, puisque ça vous donne des éléments de compréhension de ce qui se passe au cours de la nuit. Ce qui est important, on pourrait faire un vote au cours de cette présentation, c'est que nous sommes tous différents, c'est-à-dire que notre besoin de dormir correspond finalement à une régulation qui est génétique. Et vous voyez que la plupart des gens sont des dormeurs, finalement, des moyens dormeurs. Hein, vous voyez, entre 6 et 9 heures, il existe des petits dormeurs à moins de 6 heures et des grands dormeurs plus de 9 heures. Et tout ça est déterminé génétiquement. Et ce qui veut dire que si vous êtes programmé pour dormir beaucoup et que vous astreignez à dormir peu, eh bien, ça ne va pas marcher, puisque vous voyez que finalement, les petits dormeurs sont capables finalement de faire beaucoup de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal avec très peu de sommeil lent léger. En revanche, les grands dormeurs, vous voyez, font beaucoup de sommeil lent léger finalement pour avoir la quantité suffisante de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal. Ce qui veut dire, et ça on le redira encore tout à l'heure, il est important de se connaître, de connaître ses besoins et de les respecter, car à partir du moment où effectivement on ne respecte pas ses besoins, c'est là qu'il va y avoir des complications. Et effectivement, ce sommeil, il est important, il est évolutif tout au long de la vie. Hein, quand on est très petit, on a un énorme besoin de dormir. Pourquoi? Tout simplement parce que le sommeil intervient notamment dans de nombreuses régulations et notamment la mise en place de nos apprentissages. La maturation cérébrale est essentielle. Et donc, finalement, ce sommeil intervient dans toute la régulation cognitivo-émotionnelle. Et on voit bien que ce sommeil va évoluer tout au long de la vie. Il va, vous voyez, donc beaucoup plus important au début, ce qui est logique, et puis progressivement, il va se modifier, il va être beaucoup plus instable, se fragmenter. Et là, à l'extrême, je vous montre une situation pathologique où on a un sommeil très, très fragmenté, et donc à ce moment-là, il est plus réparateur, puisque les différents stades de sommeil ne vont pas pouvoir se dérouler correctement. Puisque finalement, le sommeil est important, non seulement sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif. Les différents stades, et notamment sommeil lent profond et sommeil paradoxal, ont effectivement donc des fonctions particulières dans la restauration cognitive, émotionnelle, et donc important, bien entendu, de pouvoir les respecter. En effet, quand on regarde ce schéma, vous voyez, on vous montre que finalement, de ce sommeil va dépendre la qualité de votre veille. Et effectivement, on voit bien que la régulation sur le plan émotionnel, cognitif, va dépendre de la qualité de votre sommeil. Et la qualité de votre veille, finalement, de votre journée, va impacter sur la qualité de votre sommeil. Mais vous voyez que c'est vrai non seulement sur cette régulation cognitivo-émotionnelle, mais sur les grandes dimensions qu'on retrouve dans les addictions, notamment sur le fameux craving, hein, cette envie ou ce besoin de consommer, mais aussi, bien entendu, tous les passages à l'acte impulsifs, compulsifs qu'on a dans les addictions. Vous voyez, je vous montre ici finalement ce qu'est une journée finalement. Donc, lorsqu'on explore la régulation d'un patient, la régulation veille-sommeil, il est important effectivement de savoir ce qui se passe, à quelle heure il se lève, dans quelle mesure finalement il s'expose à la lumière pour se synchroniser, dans quelle mesure il se dépense. Et vous voyez, finalement, c'est cette dépense qui va permettre de créer à un moment donné une pression de sommeil. Et ensuite, vous voyez, comme un condensateur, on va décharger, puisque finalement, à partir du moment où on a une bonne pression, on s'endort et au cours de la nuit, vous voyez, donc elle va se perdre jusqu'au lendemain. Donc ça, c'est une régulation qui est importante, comme je vous l'ai dit, donc qui existe dans la nature. Hein. Il est évident que si on ne dort pas, eh bien, ça peut être très dangereux, bien entendu, puisqu'on peut même en mourir. Et vous voyez, donc, il existe des différences. Il y a des personnes qui ont des chronotypes plutôt vespérales, d'autres plutôt matinales. Et donc, encore une fois, il est important de se connaître, car finalement, quand on ne comprend pas bien comment on fonctionne, eh bien, c'est là qu'on peut avoir finalement des comportements inappropriés.
Je ne vais pas aller trop loin non plus dans la présentation de toute cette régulation, puisqu'on va la revoir au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi laisser un peu de temps à la fin pour en discuter. Mais vous voyez, donc ici, lorsqu'il existe une sieste au cours de la journée, finalement, vous voyez que l'accumulation de la dépense que vous accumulez, une dépense à la fois psychique et physique, selon effectivement ce que vous dépensez, eh bien, lorsque vous faites une sieste, vous voyez que cette pression de sommeil va redescendre. Et si vous faites de trop grandes siestes, c'est évident que vous allez arriver avec une pression de sommeil beaucoup trop faible. Ici, vous avez l'accumulation de l'adénosine au cours de la journée, et cette adénosine va contribuer là aussi donc, à augmenter donc, cette pression de sommeil. Et typiquement, tout ce qui est caféine, théine, c'est la même chose, va bloquer cette adénosine. Et puis cette mélatonine qui intervient là aussi donc, dans l'initiation du sommeil, et cette mélatonine qui est finalement qui va être sécrétée dans l'obscurité. Donc si on est exposé à la lumière, forcément, ça va bloquer cette sécrétion de mélatonine. Alors, forcément, lorsqu'on a du coup des consommations ou un rythme de vie complètement chaotique, avec notamment des expositions, on verra dans un instant, donc à la lumière et aux écrans, il est évident que lorsqu'on a finalement quelque chose qui n'est plus régulier dans son mode de fonctionnement, eh bien, ça va complètement perturber le sommeil, mais aussi la veille. Et on a des patients qui vont se trouver dans cette situation avec des réveils extrêmement tardifs, la prise de produits finalement pour gérer les difficultés au cours de la veille, mais aussi la prise de produits, on va voir, pour finalement favoriser l'endormissement. Et vous voyez qu'à partir du moment où cette régulation entre veille et sommeil ne peut plus se faire correctement, eh bien on le sait aujourd'hui, lorsqu'on a des troubles du sommeil, ça favorise, on va dire, une symptomatologie psychiatriques, hein, donc les troubles anxieux, les troubles dépressifs, et réciproquement, puisque les troubles anxieux et les troubles dépressifs favorisent les troubles du sommeil. Mais vous voyez que finalement, lorsqu'on consomme des produits, du moins lorsqu'on a des conduites addictives, ça va favoriser les troubles du sommeil, et réciproquement, on va voir que les troubles du sommeil vont favoriser à un moment donné les consommations, et les consommations elles-mêmes vont fragiliser le patient sur le plan psychique, favoriser l'apparition d'une symptomatologie anxieuse, dépressive. Et au final, on a un cercle vicieux, et lorsque les patients viennent voir la consultation, eh bien c'est cette résultante de ce cercle vicieux qu'on va du coup essayer de décortiquer, comprendre et prendre en charge. Beaucoup de questions parmi les participants concernaient justement les jeunes et les écrans, et dans quelle mesure finalement tout ceci pouvait contribuer à l'apparition de problèmes. Eh bien, vous l'avez déjà un peu compris en voyant donc cette diapositive que, bien entendu, à partir du moment où on contribue à altérer les rythmes veille-sommeil, on va fragiliser donc la personne et quelque part favoriser à un moment donné l'usage de produits. Je vais faire écouter une deuxième petite vidéo. Avoue que c'est louche quand même. Les yeux rouges de Léonard, oui, il a un problème. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Plongez chez lui le soir pour comprendre. Minuit. Après un long moment sur les réseaux sociaux, Léo ne dort toujours pas. Il a une partie en ligne à jouer avec un copain. Il se met au lit vers 1h. Mais au milieu de la nuit, il y a des alertes sur son portable qui sonnent. Et le matin, au saut du lit, les news, les mails, les chats et autres messages. Quand il arrive au lycée, il est en ligne encore avec le copain des jeux vidéo. Vous l'avez compris, Léonard est accro aux écrans. Mais au lieu de le regarder de travers, les copains feraient mieux de se regarder eux-mêmes. Et c'est pareil pour nous tous. Alors, qui nous rend accro aux écrans ? D'abord, c'est une évidence. Les écrans sont présents dans tous les secteurs de notre vie désormais. Le travail, les loisirs, l'amitié, l'amour, les achats, même chez le docteur ou dans les salles de classe, on les utilise de plus en plus. Et regardez donc une salle de restaurant, le nombre d'écrans allumés qui s'incrustent dans les conversations. Et on ne parle même pas des objets connectés. Ensuite, le modèle économique d'Internet pousse à nous rendre accros. Ce qui fait la valeur d'un site pour les publicitaires, ce sont les données personnelles qu'ils récoltent. Or, quel est le meilleur moyen d'en récolter ? Eh bien, tout faire pour que nous passions le plus de temps possible sur nos écrans. Alors, chaque jour, sont inventés de nouveaux logiciels, de nouvelles couleurs, des éléments de design pour nous rendre captifs. Réfléchissez à ce seul détail. Aujourd'hui, les fils d'actualité se déroulent à l'infini. En France, on dort désormais moins de 7 heures par nuit en moyenne, notamment à cause des écrans. Le temps que nous leur consacrons est pris au temps de sommeil, de réflexion, de discussion. Les excès d'Internet renvoient aux excès de la société de consommation. Nous pouvons tout avoir en un clic et une seconde aujourd'hui.
Comment résister? Pour en finir avec les yeux rouges, Léonard avait désactivé toutes ses alertes. Et puis Cindy lui a dit « T'as pas reçu mon dernier message? Dommage. » Il a tout réactivé. Voilà, donc vous voyez qu'au final, une société qui évolue avec des outils, mais qui évolue avec de nouvelles habitudes, et surtout, toutes les générations aujourd'hui sont concernées, et notamment les jeunes qui sont effectivement inscrits dans cette dynamique, et vous voyez finalement la quantité de sommeil qui diminue progressivement chez nos adolescents. Et on voit finalement, donc, nos adolescents, plus ils avancent en âge, vous voyez, donc plus la dette de sommeil va augmenter. Et ce qui est effectivement très dérangeant, c'est le fait aujourd'hui, c'est que, y compris chez les plus petits, le processus est enclenché avec, vous voyez, donc une réduction donc importante de sommeil et surtout la présence de plus en plus importante d'écrans dans la chambre des tout petits. Et donc, on voit bien que finalement, ces écrans, très tôt, trop tôt, trop en quantité, finalement, c'est toute cette difficulté avec, vous voyez, une modalité de fonctionnement qui a été décrite dans l'immédiateté, qui correspond finalement à des modalités de fonctionnement que l'on a avec les addictions. Donc, quelque part, dans quelle mesure, lorsqu'on permet à des jeunes de commencer à consommer des écrans aussitôt selon cette modalité, on ne va pas quelque part formater un mode de fonctionnement qui va favoriser ensuite l'usage d'autres produits à risque addictif. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'aujourd'hui, nos jeunes se plaignent effectivement d'un manque de sommeil. Vous voyez, donc, parmi les dernières enquêtes de l'Institut national de sommeil et de la vigilance, 88% se plaignent d'un manque de sommeil, avec des conséquences diurnes dans 99% des cas. Solution inappropriée, parce qu'au final, eh bien, ils vont aller au plus simple. Ce que nous apprend la société aujourd'hui en allant au plus simple, c'est finalement prendre des produits pour faciliter l'endormissement. Et vous voyez que là aussi, il y a un détournement de l'usage de l'objet. Le lit n'est plus fait pour dormir, mais finalement, on va y passer du temps pour travailler, regarder la télévision, communiquer avec les copains, faire des jeux. Et in fine, vous voyez qu'il y a un changement complètement des paradigmes, des modalités de fonctionnement. Chose intéressante, vous ne le voyez peut-être pas, mais on vous parle ici de l'activité physique. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque finalement on fait de l'activité physique, on est en partie protégé par les conséquences, d'où l'important là aussi dans les règles d'hygiène de vie, finalement de retrouver les équilibres, et bien comment on va permettre finalement à un jeune de pouvoir s'extraire, s'émanciper de ce mode de fonctionnement. Donc, vous voyez que finalement, au-delà de la pathologie du sommeil, aujourd'hui, finalement, c'est notre façon de fonctionner, la façon dont la société a évolué avec finalement une régulation qui est essentielle, car vous voyez, finalement, lorsqu'on regarde pourquoi les gens somnolent, 1 Français sur 5 somnole en pleine journée plus de 3 fois par semaine, eh bien, vous voyez que finalement, les différentes pathologies du sommeil, que ce soit les apnées, le syndrome de jambes sans repos, les hypersomnies, c'est moins de 25% des somnolences. Et in fine, la grande cause de la somnolence, c'est la privation de sommeil volontaire, qu'elle soit à titre récréatif ou liée au travail. Et puis pour les jeunes, on voit bien donc les écrans avec la lumière bleue, mais vous voyez qu'au-delà de l'écran et de cette lumière, c'est bien une modalité de fonctionnement, la façon dont le jeune gère finalement donc ce moment particulier, parce qu'il est évident, on va voir que au-delà bien entendu de l'objet avec sa lumière, c'est le contenu de l'objet, bien entendu, si vous faites du jeu extrêmement stimulant qui vous maintient éveillé, s'il y a des communications particulières, un type de consommation, parce qu'on peut consommer plein de choses différentes, donc aujourd'hui avec Internet. Donc au-delà bien entendu de l'écran, c'est le contenu bien entendu qui est consommé. Et puis, bien entendu, le décalage de phase des adolescents. Il est évident que lorsqu'on retarde encore son endormissement, qui déjà est quelque chose de très fréquent chez les adolescents, et que là, il y a un outil qui favorise ce décalage, et bien, vous voyez qu'aujourd'hui, ça a un impact important en termes de vigilance, d'altération de la vigilance dans la journée. Et comme je vous le disais il y a un instant, c'est tout le problème, c'est aujourd'hui cette modalité de fonctionnement en on-off. Finalement, c'est très facile d'avoir quelque chose qui vous réveille le matin, qui vous endort le soir. Et in fine, c'est cette société du tout de suite, immédiatement. Et malheureusement, on voit que les jeunes apprennent à fonctionner selon cette modalité très tôt. Et finalement, donc, nos patients, quand on voit la consultation, sont aussi sur cette modalité comportementale. Donc, tout le problème aujourd'hui, vous voyez, c'est ce formatage comportemental qui se met en
en place très tôt et qui a été quelque part promu par la société. Ce n'était pas forcément l'objet au début, mais on voit bien donc dans cette évolution de cette société qui va très très vite, eh bien, il y a eu une modification d'une façon de vivre et il est donc important finalement d'explorer les rythmes de vie de nos patients, c'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse finalement aux patients qui ont une addiction, il va falloir s'intéresser à ce qui se passe dans la journée, mais ce qui se passe aussi dans la nuit, notamment le sommeil, et c'est finalement donc le nictémère, donc tout ce qui se passe au cours des 24 heures, qui va beaucoup nous apprendre sur la façon de fonctionner chez nos patients, mais que ce soit dans la semaine, mais aussi le week-end, puisqu'on voit bien que lorsqu'on est en dette de sommeil dans la semaine, eh bien on va compenser par un rebond de sommeil au cours du week-end ou lors des congés. Donc, vous voyez que finalement, c'est toujours comme le reste, donc une prise en charge très globale, une compréhension globale du mode de fonctionnement du patient. Ce qui veut dire que, puisqu'il y a pas mal de questions sur comment prendre en charge, eh bien, vous allez d'autant mieux prendre en charge la personne que vous avez bien identifié les causes finalement donc des altérations du sommeil. Et vous voyez qu'il y a depuis maintenant 21 ans une journée du sommeil parce qu'il était important qu'il y ait une prise de conscience de cette problématique du sommeil. Et donc, chaque année, il y a une journée du sommeil avec une thématique qui évolue. Et vous voyez que cette année, parmi les thèmes qui sont abordés, bien dormir pour mieux faire face. Mieux faire face, donc vous avez compris que la stratégie de coping, c'est quelque chose que l'on connaît bien en addictologie. Il est évident que si le sommeil est altéré, on sera donc beaucoup moins en capacité de faire face, de gérer ses émotions, à gérer les choses, les difficultés de la vie. Et donc, dans ce contexte, en plus, bien entendu, ce n'était pas le fait du hasard qu'ils aient choisi cette thématique, c'est notamment le contexte du Covid, où très clairement, donc, on a bien vu qu'il y a eu un certain nombre d'habitudes de vie qui ont été altérées et que les patients ont finalement géré selon les modalités qu'ils connaissent. On va évoquer brièvement donc quelques troubles qu'on va retrouver au cours des addictions, mais là aussi, donc l'importance de les connaître pour pouvoir les repérer. Les insomnies, finalement, on peut tous avoir donc troubles d'endormissement donc qui durent pas très longtemps. Le problème, effectivement, c'est lorsque ça dure. Vous voyez, donc on parle donc d'insomnie chronique lorsque ça va durer donc un certain temps, au moins 3 mois, avec vous voyez une altération plus de 3 fois par semaine. Et vous voyez que là, du coup, les causes peuvent être variées. Et encore une fois, d'où l'importance, bien entendu, donc de repérer les causes. Et vous voyez que on peut avoir une insomnie d'endormissement, hein, c'est-à-dire typiquement donc l'initiation. Et puis on peut avoir des insomnies de maintien, c'est typiquement des personnes qui vont se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Et c'est classique hein, qu'on se réveille plus facilement en deuxième partie de nuit, puisque vous voyez que ces micro-éveils deviennent de plus en plus importants, et c'est pour ça que notamment on se réveille plus facilement en deuxième partie, et qu'on se souvient bien mieux des rêves qui sont survenus à cette partie, puisque vous voyez que le sommeil paradoxal est à ce moment-là beaucoup plus important. Donc, du coup, la stratégie thérapeutique ne sera pas la même, bien entendu, entre quelque chose qui relève uniquement de l'initiation du sommeil ou quelque chose qui revient donc du maintien du sommeil. Donc, encore une fois, poser les bonnes questions est essentiel. Les troubles du rythme circadien, donc typiquement, est-ce que vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir? Et classiquement, les adolescents, les adultes jeunes ont des retards de phase, c'est-à-dire qu'ils vont se coucher beaucoup plus tard et se lever beaucoup plus tard. Sauf que, bien entendu, à un moment donné, il faut être calé sur la société et ses contraintes. Il est évident que si vous couchez tard, mais que vous devez malgré tout vous lever tôt pour assurer vos activités, vos missions, eh bien forcément, vous serez en dette de sommeil. Et à un moment donné, cette dette de sommeil, elle risque d'avoir, bien entendu, un impact. Donc, il ne faut pas confondre, vous voyez, ce retard de phase, ce coucher tardif avec une insomnie. Ce sont tout simplement des personnes qui sont décalées. Et donc, ça veut dire qu'encore une fois, poser les bonnes questions. Et à l'inverse, on a les sujets âgés qui vont se coucher beaucoup, beaucoup plus tôt, donc qui sont en avance de phase. Le syndrome d'apnée du sommeil, vous en avez certainement entendu parler et classiquement, on a en tête surtout la forme obstructive, hein, donc les personnes qui sont en surcharge pondérale, qui ronflent et qui, du coup, on ne les entend plus. Donc ça, c'est la forme obstructive qui est classique. Et puis, on verra une forme centrale qui est en fait très présente dans les problématiques addictives et qu'il faut absolument repérer. Nous faisons tous des apnées au cours de la nuit, mais on les considère pathologiques lorsqu'elles durent au moins 10 secondes. Et vous voyez qu'on va grader la sévérité de ces apnées en fonction du nombre d'événements respiratoires par heure de
sommeil. C'est très fréquent. Vous voyez que les apnées, finalement, on considère c'est 89% de la population, mais pour les formes asymptomatiques, parce que finalement, elles ne sont pas toutes symptomatiques, ça pourrait aller jusqu'à 20%. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que si vous faites un arrêt respiratoire ou si à un moment donné vous ne respirez plus, que ce soit par obstruction des voies aériennes ou par une atteinte, donc la commande centrale qui ne fonctionne plus, eh bien vous allez vous retrouver avec peu d'oxygène et forcément votre cerveau en aura pas suffisamment. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour vous permettre de respirer à nouveau, c'est de vous réveiller. Il va y avoir un micro-éveil. Et vous voyez, donc ce micro-éveil qui va se répéter tout au long de la nuit va empêcher finalement l'architecture du sommeil de se dérouler correctement. Ce qui veut dire que même si vous dormez 8 heures, 10 heures, donc même si quantitativement vous avez un sommeil important, mais qualitativement il est altéré, il ne sera pas réparateur. Donc là aussi, l'importance de rechercher, bien entendu, donc des symptômes évocateurs du trouble. Mais vous voyez, vous verrez que finalement, la forme centrale, elle est silencieuse. Mais en tout cas, ça va pouvoir se traduire par une somnolence dans la journée, une altération sur le plan cognitif, mais aussi, vous voyez, des symptômes anxieux, dépressifs, des troubles de la concentration, de la mémoire, etc. Et puis, on peut avoir encore d'autres choses. Si le syndrome d'apnée du sommeil prédomine chez l'homme, on va voir que les syndromes de jambes sans repos et puis la forme, les mouvements périodiques nocturnes que sont au cours de la nuit, le syndrome de jambes sans repos prédomine chez les dames. Et là, c'est une cause d'insomnie, de retard effectivement d'endormissement, parce que chaque fois que ces personnes essayent de s'allonger et de s'endormir, eh bien, ils vont avoir donc des manifestations dans les jambes qui vont les obliger à les bouger, voire à se lever, carrément donc prendre des douches pour faire passer les symptômes. Et nous, dans le service, on nous adresse, des collègues neurologues, pas mal de situations en fait, de jambes sans repos réfractaires, résistantes à toutes les lignes thérapeutiques. Et du coup, donc, on voit que les deux problématiques peuvent être, vous voyez, fréquemment associées, d'où l'importance là aussi de les rechercher. Donc, on a cette version, le syndrome de jambes sans repos, qui va retarder l'endormissement. Et puis, pas de chance, une fois qu'ils sont endormis, ils vont avoir des secousses myocloniques, les mouvements périodiques nocturnes, qui eux vont fragmenter le sommeil. Comme on a une fragmentation du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil, ce qui veut dire que non seulement ils vont dormir peu, mais en plus, le peu qu'ils vont dormir risque d'être complètement fragmenté et finalement, donc, se traduire du coup par une carence de sommeil relativement importante. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces troubles? Eh bien, parce que finalement, maintenant, quel est le lien avec les addictions? On va le voir. Aujourd'hui, on le sait, vous voyez, donc tout commence très tôt. Les premiers usages commencent chez l'adolescent, mais les troubles du sommeil aussi. Et aujourd'hui, il y a des études qui ont bien suivi sur le plan longitudinal le sommeil chez les jeunes. Et ce qui a été montré, c'est que lorsqu'il existe une altération du sommeil chez les jeunes, eh bien, ça augmente le risque de développer une consommation de produits psychoactifs, que ce soit l'alcool, le tabac ou le cannabis. Et au-delà donc de ces premiers usages, nous le voyons très bien chez nos patients que les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents et finalement que ces troubles du sommeil vont favoriser l'usage de produits. Mais on va voir que cet usage de produits va altérer le sommeil et on va se retrouver donc dans un cercle vicieux. Donc, vous voyez finalement que le trouble du sommeil et l'addiction, eh bien, finalement, donc le trouble du sommeil va favoriser les consommations, mais les consommations favorisent elles-mêmes les troubles du sommeil et donc ça s'entretient. Une des questions qui a été posée, est-ce que ça favorise la rechute? La réponse est oui. En effet, on le sait aujourd'hui, lorsqu'il persiste des troubles du sommeil, et notamment lorsqu'il existait déjà des troubles du sommeil avant la problématique addictive ou les consommations, eh bien, ça montre qu'on est dans sorte de vulnérabilité et que finalement, donc, la persistance de ces troubles du sommeil constitue finalement donc un élément de fragilité et vont favoriser la rechute. D'où l'importance, vous voyez, de bien repérer ces troubles du sommeil, puisque finalement, les repérer, ça sert aussi de prévention, ça sert, on verra donc, dans la prise en charge, et ça va, bien entendu, là aussi servir à anticiper donc la rechute. Donc vraiment un élément, on verra, donc diagnostic, thérapeutique, pronostic et thérapeutique essentiel, d'où l'importance de systématiquement rechercher, bien entendu, des troubles du sommeil chez nos patients. Lorsqu'on regarde maintenant, finalement, quel est l'effet des produits sur l'architecture du sommeil, eh bien, vous voyez que ce soit l'alcool, le tabac, les benzodiazépines et apparentés, on va dire les opioïdes de manière générale, le cannabis, la cocaïne, vous voyez que finalement, lorsqu'on regarde les différents éléments, les caractéristiques du sommeil, que ce soit la latence d'endormissement, donc typiquement ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc est-ce que je mets du temps ou pas à m'endormir, l'altération ou pas du sommeil lent profond, ou encore du sommeil paradoxal, et puis la survenue d'apnée du sommeil qu'on va revoir dans un instant.
Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs produits qui peuvent favoriser, bien entendu, ces apnées du sommeil, d'où l'importance là aussi d'y penser, de les rechercher. Et puis, vous voyez que ces effets, donc au niveau de cette architecture du sommeil, peut différer selon la dose des produits, le caractère aigu ou chronique, puisque finalement, lorsqu'on consomme de manière chronique, il y a aussi des phénomènes d'accoutumance qui se mettent en place. Et puis, le sevrage lui-même peut induire des altérations. On va le voir dans un instant. Et puis, au-delà, vous voyez, de cet effet spécifique propre à chaque produit, aujourd'hui, nous sommes dans une société où la polyconsommation est la règle. Donc, on va se retrouver avec des effets finalement donc, qui s'ajoutent entre les différents produits. On peut y rajouter, vous voyez, aux produits psychoactifs, eh bien, les écrans eux-mêmes. Hein, on a des patients qui consomment de tout finalement. Les troubles du comportement alimentaire qu'on a la nuit. On a des patients qui ont des compulsions alimentaires au cours de la nuit. Ils vont se réveiller, ils vont manger. Et bien entendu, il faudrait ajouter toutes les comorbidités psychiatriques qui sont aussi fréquentes dans les formes plus sévères d'addiction. Donc là aussi, il faut rechercher, bien entendu, la problématique psychique, psychiatrique chez nos patients, puisque elle-même va favoriser le trouble du sommeil. Et aujourd'hui, il faut penser aux douleurs chroniques non cancéreuses qui sont extrêmement fréquentes, qui est une situation très, très fréquente en consultation de médecine générale. Et on le sait, eh bien, les douleurs chroniques non cancéreuses eh bien, représentent une situation à risque, notamment là aussi de développer non seulement des troubles du sommeil, mais aussi des conduites addictives, car très souvent, il y a effectivement des éléments, des comorbidités psychiatriques associées. Et les règles hygiéno-diététiques dans tout ça, eh bien, c'est les rythmes de vie de notre patient, ses routines, la sédentarité qui est aussi quelque chose, vous voyez, donc de la société moderne. Et il est évident que lorsqu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, et ça c'est ce qu'on voit chez les jeunes, eh bien, on passe moins de temps, soit dans la relation à l'autre, soit tout simplement dans l'activité physique, etc. Et puis, le surpoids. Donc, vous voyez qu'au final, dire tel ou tel produit, bien entendu, il va y avoir des altérations, mais encore une fois, il faut toujours prendre en compte finalement donc l'individu dans sa globalité et évaluer là aussi de manière personnalisée, car finalement on est pertinent lorsqu'on prend en charge donc ces patients de manière personnalisée. Si on en vient maintenant à l'alcool, vous voyez que l'insomnie, elle est extrêmement fréquente chez le patient alcoolodépendant. Selon la littérature, eh bien, ça peut aller entre 36 et 91% des cas. Vous voyez à quel point c'est fréquent, ce qui veut dire qu'il faut le rechercher systématiquement. Est-ce que c'est étonnant? Eh bien, d'abord, on voit effectivement qu'un certain nombre de patients vont utiliser l'alcool comme un hypnotique. Vous voyez que plutôt les dames vont utiliser les benzodiazépines, les hommes vont plutôt utiliser donc l'alcool, parce que finalement, les deux agissent sur le même récepteur. On verra que le récepteur GABA, qui est un système inhibiteur du cerveau, eh bien, c'est lui qui vous permet de vous endormir dans la nuit. Et in fine, donc, on peut appuyer sur ce récepteur, activer ce récepteur, soit, bien entendu, de manière naturelle, lorsqu'on respecte finalement donc le rythme veille-sommeil comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit en utilisant bien entendu un médicament. Là, je vous montre le zolpidem, mais ça peut être une benzodiazépine, et certains vont utiliser l'alcool. Sauf que l'alcool, on va voir qu'il va y avoir d'autres effets. Ça va pouvoir altérer notamment la mélatonine, mais aussi l'hormone de croissance qui a un effet aussi donc sédatif. Et regardez ce qui est très intéressant, selon les pays, on a quand même un nombre conséquent de personnes qui utilisent l'alcool comme un hypnotique. Vous voyez, donc là, je vous montre des choses au niveau du Québec, mais dans la Norvège, chez le sujet âgé, il faut y penser, chez le sujet âgé. Au Japon, vous voyez que l'alcool est même plus populaire que les médicaments. Aux États-Unis, non seulement l'alcool, mais aussi bien plein d'autres produits, le cannabis, les médicaments sans ordonnance, mais on pourra évoquer tout à l'heure les opioïdes. On a un certain nombre de patients qui très clairement au départ ont eu une prescription dans le cadre de la douleur, d'ailleurs des douleurs chroniques non cancéreuses, et in fine, ils sont aperçus que ça marchait bien sur leur anxiété et leurs troubles du sommeil, et in fine, eh bien, de fil en aiguille, c'est l'escalade. Donc, il faut y penser, sauf que l'alcool n'est pas un très bon hypnotique, puisque vous voyez que l'alcool, finalement, il va être métabolisé. Je vous rappelle, la cinétique enzymatique, c'est 0,15 g par litre par heure, ce qui veut dire que si en première partie du sommeil, il a bien favorisé l'endormissement, il augmente le sommeil lent et diminue le sommeil paradoxal, et bien ensuite, vous voyez comment être en deuxième partie, qu'il y a la concentration d'alcool a bien baissé dans le sang et dans le cerveau, et bien forcément, on va avoir un sommeil complètement fragmenté, avec des réveils précoces, besoin d'aller aux toilettes, et comme le patient va développer un phénomène de tolérance ou accoutumance, eh bien, il va augmenter la dose et ça va être le cercle vicieux. On va pouvoir avoir d'autres altérations. Vous voyez qu'on peut avoir des phénomènes de type somnambulisme chez certains cas, et ça peut favoriser le syndrome d'apnée du sommeil. Un grand classique, quand vous buvez du vin le soir, en général, on ronfle la nuit. Vous voyez à quel point ça va modifier, ça a un effet mieux relaxant, ça modifie le tonus des voies aériennes supérieures.
Et je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait aussi favoriser le syndrome de jambes sans repos. Le tabac, c'est une situation très paradoxale puisque finalement, vous voyez que c'est la nicotine, c'est plutôt un stimulant, hein, et on voit bien que d'ailleurs en consommation régulière, ça altère d'ailleurs le sommeil. Vous voyez, ça retarde l'endormissement, ça va entraîner un sommeil plus court et fragmenté, le sommeil lent, profond est diminué et ça modifie aussi le sommeil paradoxal. Donc, mais c'est le paradoxe parce que finalement, les patients qui consomment beaucoup de tabac, finalement, s'ils n'ont pas fumé avant d'aller se coucher, ils n'y arrivent pas. De la même façon, certains vont se réveiller dans la nuit parce qu'il y a l'effet même de dépendance physique. Donc, il y a à la fois, bien entendu, l'effet stimulant, mais le besoin effectivement d'apaisement. Et on voit bien donc le fait de fumer, qui est une stratégie de coping en soi. Mais au-delà, vous voyez, de cette modification qu'on voit très bien ici, regardez, lorsqu'on regarde un spectre électroencéphalographique, vous voyez que le fumeur a plus d'activité rapide lorsqu'on regarde effectivement le spectre des ondes cérébrales. On regarde ici donc les ondes plutôt rapides et ici les ondes plutôt lentes, hein, le delta. Et bien on voit bien que ici, donc les ondes plus rapides, et bien le fumeur, il a donc une plus grande richesse d'ondes rapides et moins d'ondes lentes par rapport donc aux non-fumeurs. Mais le tabac favorise, on va dire, l'inflammation des voies aériennes supérieures. Il va donc favoriser le ronflement et l'apparition d'apnée du sommeil. Il y a beaucoup d'études qui ont montré le lien entre le fait d'être fumeur et développer finalement des apnées du sommeil. Et vous voyez que ça peut même favoriser l'apparition de syndrome de jambes sans repos. Et puis, il y a les médicaments eux-mêmes utilisés dans l'aide au sevrage du tabac qui peuvent favoriser, on verra, donc l'insomnie, le cauchemar, et on verra là aussi, bien entendu, comment les utiliser de manière adaptée. Chose importante, les morphiniques. Les morphiniques, de manière générale, ce sont les opiacés, les opioïdes et les troubles respiratoires nocturnes. Et autant vous dire que ça, actuellement, ça fait l'objet de nombreuses publications parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Finalement, vous voyez qu'on pense souvent aux opioïdes dans les décès par intoxication. On dit qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un décès par intoxication, eh bien, dans 60 à 80%, ce sont les opioïdes, notamment par l'effet de dépression respiratoire. Eh bien, vous allez voir que finalement, les morphiniques peuvent être problématiques dans la journée, mais dans la nuit aussi. La nuit, je vous l'ai dit, on fait tous des apnées du sommeil, c'est-à-dire que notre équilibre, donc, il est un peu plus précaire, hein, on est plus à risque finalement de faire des événements respiratoires. Eh bien, pas de chance, vous allez voir que les opioïdes vont pouvoir donc favoriser l'apparition d'événements, notamment, vous voyez, donc, du type de respiration dite ataxique, vous voyez finalement donc une respiration qui à un moment donné va s'arrêter, qui va reprendre, augmenter, puis diminuer et s'arrêter. Et ce que l'on sait, c'est que ces apnées d'origine centrale, cette fois-ci, ce n'est pas l'obstruction des voies aériennes comme on peut l'avoir chez les personnes en surcharge pondérale, mais c'est vraiment la commande, c'est vraiment la commande respiratoire qui, tout d'un coup, ne donne plus l'ordre. Eh bien, vous voyez que ce nombre d'apnées augmente avec la dose du morphinique. Là, c'est exprimé en équivalent en morphine, mais n'importe quel morphinique peut induire ce trouble respiratoire. Et voyez, on vous le représente ici, le nombre d'événements respiratoires par heure, et ici, donc, en fonction de la dose. Et aujourd'hui, on sait que lorsque vous avez plus de 200 mg équivalent morphine, eh bien, c'est plus de 90% des patients qui vont avoir ce trouble respiratoire. Donc, il faut savoir le rechercher. On verra notamment sur quels symptômes. Et d'autant plus s'il prend d'autres produits potentiellement qui vont accroître encore l'effet sédatif des opioïdes, comme les benzodiazépines, mais l'alcool aussi. Donc, y penser, on va le voir notamment, donc même parfois des doses pas très importantes, puisque au-delà de la dose, il existe une sensibilité individuelle. En effet, je vous présente le cas d'un patient qu'on avait pris en charge dans le cadre d'un trouble de l'usage des opioïdes qui nous a été adressé d'ailleurs par le centre de la douleur, puisque c'était une problématique de douleur chronique non cancéreuse. Et c'est un patient finalement qui avait été remarquablement équilibré par un traitement de substitution par méthadone. On n'avait pas eu besoin d'augmenter les doses de manière importante, puisque vous voyez, là, il est à 60 mg par jour. Et pourtant, au cours de l'évolution, sa situation s'est dégradée de moins en moins bien. La somnolence dans la journée, il était fatigué, plus anxieux, plus triste, il avait du mal à se concentrer, il avait du mal à réaliser son activité. Alors parfois, on se dit, peut-être que la dose de méthadone n'est pas suffisante, on l'augmente. Et en fait, il ne faut surtout pas faire ça parce qu'on va aggraver encore le phénomène. Et comme c'était quand même très suspect, on lui a fait une polygraphie de ventilation. Vous voyez, une polygraphie qui est très simple à obtenir. Et vous voyez, ce patient, finalement, donc, il avait bien une respiration ataxique avec des arrêts respiratoires extrêmement fréquents. Il avait 85 événements par
heures de sommeil. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était jeune, sportif, avec, vous voyez, il n'était pas du tout en surcharge. Donc, ça n'a rien à voir avec la surcharge. Ce sont des apnées centrales qui étaient essentiellement chez ce patient. Donc, autant vous dire que on va voir donc les stratégies, comment prendre en charge ces patients. Eh bien, chose intéressante, c'est que finalement, lorsqu'on réduit ou lorsqu'on arrête le morphinique, eh bien, vous voyez que ça disparaît. Donc ça, c'est plutôt facile, c'est réversible, c'est bien, mais parfois, effectivement, on ne peut pas réduire ou arrêter le morphinique comme ça. On peut switcher, on peut passer finalement de la méthadone, qui est un opioïde pur, un agoniste plein, pur entier, et donc plus on augmente la dose, plus il va stimuler le récepteur, par la buprenorphine, qui est un agoniste partiel, donc il va moins stimuler le récepteur, et qui peut donner moins de troubles respiratoires nocturnes. Moins, ça ne veut pas dire que, pas du tout. Donc ça peut donner aussi, mais moins. Donc c'est une possibilité, s'il y a besoin donc, de poursuivre une approche par un agoniste opioïdergique, eh bien, on peut basculer sur la buprenorphine. Donc ça, il faut y penser. Donc la buprenorphine peut induire aussi. Et enfin, donc si on n'a pas le choix, il faut absolument garder donc le traitement, mais le traitement induit malgré tout donc des troubles. Eh bien, c'est là qu'il faut pouvoir équiper les patients. Alors, il existe là des approches qui sont un peu différentes de celles qu'on a avec les apnées obstructives. Et là, il y a un gros travail de pédagogie à faire avec les collègues pneumologues qui ne sont pas toujours enclins finalement à traiter ces patients, puisque finalement, ils disent que c'est l'opioïde qui est à l'origine du trouble, il suffit d'arrêter l'opioïde. Mais évidemment, on ne peut pas toujours arrêter l'opioïde comme ça rapidement. Hein, et il est évident que le fait d'arrêter, on va avoir au contraire en plus effet même de sevrage, donc on peut déstabiliser des situations, donc c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'il faut leur expliquer que finalement que si c'est un patient qui avait une douleur qui nécessite un traitement par morphinique, eh bien ça serait pareil, hein. Sauf que dès qu'on est dans une problématique addictive, ça change complètement les référentiels de nos collègues qui n'ont pas l'habitude de suivre ces patients. Donc il y a un vrai travail pédagogique à faire pour leur expliquer que dans cette situation, on ne peut pas arrêter le morphinique tout de suite, donc il est nécessaire à un moment donné de pouvoir donc équiper le patient pour corriger les troubles respiratoires nocturnes avec, vous voyez, donc là aussi une approche qui sera personnalisée en fonction du dispositif qui sera utilisé, des réglages qui seront nécessaires de faire. Et vous voyez qu'au-delà des opioïdes, il y a d'autres produits qui peuvent induire des apnées. Vous voyez à quel point il faut y penser. L'alcool, on l'a dit tout à l'heure, qui peut donner des apnées obstructives, mais aussi centrales lorsqu'il y a une atteinte cardiaque. Hein, ça peut entraîner une cardiopathie. Les benzodiazépines, hein, donc, qui peuvent induire des apnées obstructives, mais aussi centrales, notamment car c'est aussi, on a vu avec les opioïdes. Le baclofène qu'on utilise comme médicament addictolytique dans le trouble de l'usage d'alcool peut donner des apnées centrales, mais aussi, vous voyez, le GHB, alors l'oxybate qu'on n'utilise pas en France dans le trouble de l'usage d'alcool, dans d'autres indications, mais l'oxybate qui est utilisé donc en Autriche, en Italie, dans le trouble de l'usage d'alcool, vous voyez que ce médicament peut induire des apnées centrales. Le tabac, on a vu les apnées obstructives, et puis lorsqu'on est en surcharge pondérale, notamment par des troubles du comportement alimentaire, eh bien, ça favorise des apnées obstructives, et puis carrément ce qu'on appelle le syndrome obésité-hypoventilation. Et dans tous les cas, vous voyez que ces événements respiratoires au cours de la nuit eh bien, vont altérer finalement la continuité du sommeil, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul moyen qu'a trouvé le corps de vous sauver, c'est de vous réveiller, en induisant finalement des micro-éveils dont vous n'avez pas conscience. Et tout au long de la nuit, le patient va avoir finalement des micro-éveils, ce qui veut dire qu'il va pas pouvoir avoir une architecture correcte du sommeil. Ce qui veut dire que, encore une fois, même si quantitativement le sommeil est correct, qualitativement il est altéré et par conséquent non réparateur. Et je vous ai donné cet exemple avec les apnées du sommeil, mais on peut tout à fait donc décliner la même chose avec les mouvements périodiques des jambes qui sont souvent associés au syndrome de jambes sans repos. Il faut y penser, il y a des formes dites idiopathiques pour lesquelles on n'a pas de cause, mais vous allez voir qu'on a un certain nombre de patients qui ont des traitements qui peuvent les favoriser, et on verra aussi, y compris donc, avec la prise de certains produits. Donc, y penser bien entendu qu'il se passe quelque chose au cours de la nuit, lorsque finalement les patients sont fatigués, ont une somnolence dans la journée, des maux de tête, vous voyez, des céphalées, des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, ou simplement une symptomatologie anxieuse et dépressive, de l'irritabilité, vous voyez finalement des choses qui peuvent paraître relativement banales, mais qui doivent représenter des signaux d'alerte. On me demandait c'est quoi les signaux d'alerte, et bien vous voyez, ce genre de choses doit vous inciter à y penser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans une société de la polyconsommation, tout ça, donc, et de la polymédication, bien entendu, donc, qui va majorer le risque. Alors, les produits peuvent être problématiques lorsqu'on les met, mais aussi lorsqu'on les enlève. Regardez ce qui est très intéressant. Finalement, on retrouve ici nos opioïdes, l'alcool, les benzodiazépines, le tabac, le cannabis et les psychostimulants. Eh bien, lorsqu'on fait un sevrage de ces différents produits, regardez, on retrouve des dimensions communes
bien entendu l'anxiété et l'insomnie. Il est évident que lorsqu'on est plus anxieux, ça favorise bien entendu l'insomnie avec un trouble dans l'endormissement, dans l'initiation du sommeil, mais aussi une fragmentation du sommeil. Nous sommes en hyper-éveil. Lorsque nous sommes donc anxieux, nous sommes dans un état d'hyper-éveil. Et vous voyez que le syndrome des jambes sans repos peut être induit par le sevrage opioïde et alcool. Donc, des voies finales communes qui correspondent finalement à l'activation de l'axe du stress. Et donc, forcément, lorsqu'on est dans cette situation, on est plus anxieux, on ne dort plus ou très mal. Eh bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de reprendre des produits. Et vous voyez qu'au final, on va comme ça donc favoriser un cercle vicieux. Et in fine, notre patient, eh bien, le voilà, donc avec son trouble du sommeil qui est central, vous voyez, finalement, dans la prise en charge, dans la compréhension de patient, s'intéresser au sommeil est donc essentiel, puisque finalement, vous allez voir que c'est une pièce maîtresse dans la compréhension de nos patients et dans leur prise en charge, puisque finalement, le trouble du sommeil va favoriser la consommation des produits, et réciproquement. Mais quand on a des troubles du sommeil, qu'on n'est pas bien dans la journée, on lutte tout au long de la nuit, de la journée, pardon. Et comment on fait pour gérer ces difficultés, cette somnolence dans la journée ou ce mal-être? Eh bien, on consomme. On consomme notamment, vous voyez, des psychostimulants ou pas. Et le fait de fumer plus dans la journée peut être un moyen aussi de compenser. Et donc, forcément, donc, dans tous les cas, que le trouble du sommeil et les difficultés dans la journée vont contribuer, bien entendu, à une douleur psychique. Et au-delà de la douleur psychique, aujourd'hui, il faut penser à la douleur physique. Et vous voyez que tout ça est intriqué et ça représente aujourd'hui la prise en charge des différentes dimensions de fonctionnement de nos patients. Donc, il faut l'avoir en tête. Car en pratique, c'est ça qui va piloter, bien entendu, le type de prise en charge que vous allez proposer à votre patient. À chaque fois, vous voyez qu'elle doit être globale et avec des objectifs fonctionnels. Car encore une fois, le patient, lorsqu'il vient vous voir, eh bien, il vient avec sa résultante, à la fois donc son trouble de sommeil, ses fragilités sur le plan psychique, ses consommations, ses comorbidités associées. Et donc, finalement, c'est l'ensemble de tout ça que vous allez prendre en compte. Vous retrouvez, vous voyez, ce schéma, je vous montrais finalement donc un patient, vous voyez, qui a un rythme complètement chaotique. Il est évident qu'il peut paraître illusoire de correctement prendre en charge le patient si à un moment donné, on ne va pas l'aider à tout d'abord améliorer finalement donc le sommeil qui est vraiment une base. Et là, je vous montre un schéma où on vous montre qu'au fur et à mesure que vous développez la conduite addictive, eh bien, vous perdez de plus en plus le contrôle et vous êtes de plus en plus dans l'émotion avec, vous voyez, donc une altération de la régulation veille-sommeil et donc, bien entendu, des troubles du sommeil qui sont extrêmement fréquents. Et finalement, si on veut pouvoir ensuite, vous voyez, donc bâtir tout un projet, eh bien, permettre aux patients de restaurer des rythmes de vie. Vous voyez, donc c'est une pièce maîtresse. Il est évident que c'est qu'une partie du puzzle, mais c'est une pièce centrale du puzzle, car à partir de là, on va pouvoir mettre en place, plein d'autres choses. C'est évident qu'on va pouvoir bâtir l'édifice, bâtir le projet thérapeutique, qui va permettre effectivement de dérouler ensuite toutes les autres approches thérapeutiques. Mais tant qu'effectivement le patient ne dort pas correctement ou suffisamment, il peut paraître illusoire de l'aider à corriger des altérations cognitives et émotionnelles qu'on vient de voir il y a un instant. Donc, restaurer le fonctionnement, finalement, restaurer le sommeil pour restaurer le fonctionnement du patient, sa qualité de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir des effets extrêmement rapides dans l'amélioration du sommeil. Et du coup, ça montre au patient que on sait l'aider, on arrive à l'aider. Ça lui renvoie une image extrêmement positive dans la capacité donc à changer quelque chose, à restaurer quelque chose. Ça met en confiance. Et donc, c'est une bonne base du traitement. Après, comment évaluer l'insomnie? Alors, on n'est pas tous équipés, je dirais, on n'a pas tous la connaissance, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, Pascal Pernet avait, en partant donc de questionnaires utilisés dans l'évaluation de la dépression, de l'anxiété, eh bien, choisi des items qui permettent de faire des scores pour, vous voyez, en évaluant l'insomnie d'endormissement, l'insomnie de maintien, l'insomnie terminale, mais on peut tout simplement poser naturellement les questions, et c'est exactement comme ça, nous, on fait en pratique. La première chose à savoir, que pensez-vous de votre sommeil? Si le matin au réveil, vous n'êtes pas frais et dispo, ça veut dire que le sommeil n'est pas bon. Donc, savoir finalement si au contraire vous êtes bien, ça veut dire que en gros, eh bien, ça répond à vos besoins. Donc après, bien entendu, l'heure du coucher, la durée qu'il va mettre pour s'endormir, et du coup l'heure du réveil, ça permet de calculer.
est-ce qu'il y a des réveils au cours de la nuit? Si oui, combien de temps ils durent? On a des micro-éveils pour certains, d'autres ce sont des macro-éveils qui peuvent durer un certain nombre de minutes, voire des heures. Et puis finalement, est-ce que c'est un chronotype plutôt du matin, du soir, puisque vous voyez qu'il peut y avoir des confusions avec l'insomnie. Et puis les besoins du sommeil, on le voit très bien quand des patients finalement donc, dorment un certain nombre d'heures dans la semaine, et puis le week-end, ils vont faire un rebond, y compris donc encore au cours des congés. Donc ça vous donne donc des informations sur le fait que le patient ne respecte peut-être pas ses besoins de sommeil. Et puis, bien entendu, non seulement on a pu évaluer la satisfaction le matin, mais quelle est la qualité de la vigilance dans la journée. N'oubliez pas que le sommeil, je dis toujours aux patients, à quoi sert le sommeil? Eh bien, parfois, on a des patients qui ont du mal à répondre. C'est vraiment restaurer, bien entendu, donc toutes ces capacités, ces fonctions. Et donc, si finalement vous ne dormez pas bien, vous n'êtes pas en capacité d'assurer donc votre fonctionnement dans la journée correctement. Ça va se traduire, bien entendu, par une fatigue dans la journée, une somnolence. Est-ce que vous avez besoin, oui ou non, de faire une sieste? Si oui, quelle durée? Et là aussi, on peut voir des choses assez étonnantes. Et est-ce que vous avez des conséquences sur le plan mnésique, attentionnel, concentration et toutes les autres dimensions qu'on a vues? Et bien entendu, dans quelle mesure ça favorise les consommations. Après, bien entendu, on peut rechercher d'autres choses. Là, je vous ai mis les signes cliniques évocateurs du syndrome de jambes sans repos. Et puis, bien entendu, lorsque vous avez donc un couple qui dort ensemble, parfois certains font chambre à part, notamment lorsqu'il y a les ronflements. Et on a des patients qui disent, mais je reçois des coups de pied en permanence. Là, typiquement, ça vous évoque les mouvements périodiques des jambes. Et puis, les signes cliniques évocateurs d'apnée du sommeil. Donc là, vous voyez que typiquement, quand on pense aux apnées, on a l'image classique, on va dire, du patient en surcharge, qui ronfle et puis qu'on n'entend plus respirer, mais ça, ce sont les formes obstructives. Mais vous avez vu que chez nos patients, il faut penser aux formes centrales qui, elles, sont silencieuses. Donc, mais il faut donc y penser, il faut savoir les rechercher. Une façon d'évaluer la somnolence dans la journée, c'est l'échelle d'Epworth, qui est très simple, qu'on utilise nous très facilement dans le service. Et vous voyez que on va évaluer donc la probabilité donc d'avoir une somnolence dans la journée qui est nulle, faible, modérée ou forte dans 8 situations au cours de la journée. Et le patient va vous dire, ça répond très très rapidement. Et vous voyez qu'à partir d'un résultat supérieur ou égal à 10, eh bien ça veut dire qu'il y a une somnolence dans la journée qui nécessite de se poser des questions sur ce qui se passe au cours de la nuit. Ça veut dire que, alors on n'a pas de précision, on n'a pas de diagnostic précis, ça veut juste dire que manifestement il y a un souci, puisqu'on n'est pas bien dans la journée, et donc ça veut dire qu'il existe une altération quantitative et ou qualitative du sommeil, il faut donc explorer. Comment explorer? Alors, on peut bien entendu utiliser des outils comme l'agenda de sommeil. Alors, ça, c'est des choses qu'on trouve très facilement, vous voyez, sur les sites. Là, c'est le site Morphée, par exemple, et qui peut vous aider, là aussi, à caractériser, mais aussi, et ça aide le patient aussi à mieux se connaître, à voir effectivement donc, quelles sont ses habitudes. C'est comme pour les consommations, finalement, lorsqu'on fait faire des agendas de consommation, ça aide le patient à repérer un certain nombre de choses. Et bien, là aussi, l'agenda de consommation peut aider le patient, mais aussi, bien entendu, le professionnel, à mieux caractériser, à mieux comprendre et du coup à mieux aider le patient. Vous l'avez vu dans la première vidéo, aujourd'hui on a de plus en plus de Français qui sont connectés avec des outils qui permettent de quantifier l'actimétrie par exemple, qui va mesurer les mouvements au cours du sommeil. Et puis, bon, éventuellement, ça peut être une aide, mais surtout la polygraphie. Vous l'avez vu. Alors très souvent, quand on pense à polygraphie, beaucoup pensent à la polysomnographie, qui est la forme complète de l'enregistrement, puisqu'on enregistre y compris le sommeil. En fait, pour les apnées du sommeil, vous n'avez pas besoin d'un examen complet. Vous risquez d'avoir des rendez-vous à 6 mois, voire 1 an, si ce n'est pas plus, selon les centres. Par contre, la polygraphie de ventilation, vous pouvez avoir un rendez-vous extrêmement rapidement, puisqu'on va s'intéresser finalement au mouvement respiratoire sans enregistrer donc le sommeil. Et donc, il faut avoir aujourd'hui la polygraphie de ventilation facile. Il y a d'ailleurs pas mal d'équipes qui aujourd'hui s'équipent justement de matériel de polygraphie, puisque finalement, ça permet d'avoir une évaluation et ensuite une adaptation, bien entendu, du traitement en fonction. Comme toujours, lorsqu'il y a une insomnie, c'est comme pour la douleur. Finalement, il existe différents types de douleurs et que l'on donne du Doliprane ou de la morphine, ce sont des traitements symptomatiques. Donc, ça ne traite pas la cause. Eh bien, l'insomnie, c'est pareil. Finalement, vous voyez que les médicaments qui sont très souvent prescrits traitent le symptôme, pas la cause. Donc, le traitement étiologique est essentiel. Et puis surtout, vous l'avez compris au travers des vidéos, les règles d'hygiène de vie et c'est du bon sens. En effet,
tout d'abord se lever à heure régulière. La régularité est thérapeutique chez nos patients, mais les aider à mettre en place à un moment donné donc un lever régulier. S'exposer à la lumière, sortir. Sortir, c'est essentiel puisque finalement, un des synchronisateurs majeurs, puisque nous fonctionnons avec une horloge circadienne, eh bien, un des synchronisateurs les plus puissants qui existent, c'est le fait de s'exposer à la lumière. C'est très bien que nous avons un cycle qui dépasse les 24 heures et celui qui nous cale sur 24 heures, c'est le soleil finalement. Donc, de pouvoir s'exposer à la lumière est thérapeutique aussi. Et puis, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, à quoi sert finalement de dormir, si c'est de restaurer finalement donc les dépenses. Encore faut-il qu'il y ait des dépenses. Eh bien, cette dépense, elle peut être physique, psychique, mais si le patient n'a rien dépensé tout au long de la journée, mais resté allongé ou assis, forcément, il n'a rien à récupérer et donc il n'aura pas besoin de dormir. Finalement, il va se retrouver avec une faible pression de sommeil et in fine, il va induire finalement un complément de pression avec des médicaments ou des produits pour pouvoir s'endormir. Donc, vous voyez que tout ça, on perd du bon sens. Et puis, bien entendu, les siestes. Il est évident que si vous avez une sieste qui dure 2 heures l'après-midi, c'est normal que vous avez complètement effondré votre pression de sommeil, que vous arrivez ici et vous ne pouvez plus vous endormir. Ce qui veut dire que lorsqu'on a finalement une insomnie d'endormissement, la première chose à faire, c'est soit de supprimer la sieste, soit de la réduire à sa plus simple expression, 20 minutes, pas plus. Elle doit servir à rafraîchir et si effectivement on fait une sieste qui est beaucoup plus longue, en général d'ailleurs les patients ne sont pas en grande forme parce que finalement quand on fait une sieste longue, on va enchaîner dans le sommeil lent profond et on sort de la sieste plus fatigué encore que lorsqu'on y est rentré. C'est ce qu'on appelle l'ivresse de sommeil. L'adénosine, vous voyez que ça intervient bien entendu dans l'endormissement. Eh bien, c'est évident que si vous consommez des produits qui contiennent de la caféine, de la théine, puisque c'est la même chose, c'est la même base xanthique, eh bien, qu'on trouve d'ailleurs dans les boissons, dans les sodas par exemple, ou les boissons énergisantes, il est évident que vous allez bloquer là aussi, donc réduire cette pression de sommeil. Là, je vous remontre, vous voyez, et typiquement, comme on le disait tout à l'heure, vous voyez que ce n'est pas le fait du hasard que le matin, on a très souvent café et nicotine, puisque finalement, les deux, d'ailleurs, c'est un apprentissage associatif, et les deux, en effet, stimulants, éveillants du matin chez les patients. Donc là aussi, dans l'apprentissage, finalement, pour changer ses habitudes, eh bien, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir travailler avec le patient sur comment changer ses habitudes par rapport à ces deux consommations qui sont souvent associées, non seulement le matin, mais aussi bien entendu, après les différents repas. Et puis, on disait tout à l'heure, bien entendu, la mélatonine, dont la sécrétion par la glande pinéale survient au cours de l'obscurité. Mais si, évidemment, vous regardez des écrans, vous êtes exposé en pleine lumière, vous voyez qu'aujourd'hui, la société moderne permet finalement d'être dans la lumière en permanence, eh bien, ça va bloquer cette sécrétion et finalement, donc, réduire l'endormissement. Et au-delà de ça, vous avez vu que finalement, beaucoup de nos patients ont de l'anxiété. Finalement, lorsqu'on développe une addiction, il y a très souvent une symptomatologie anxieuse chez nos patients. Ils sont donc en état d'hyper-éveil. Et finalement, c'est comment les aider à s'apaiser. Et on voit très bien, lorsque on a des patients que l'on prend en relaxation dans le service, des patients qui d'habitude chez eux vont consommer de grosses quantités de produits pour pouvoir s'endormir. Lorsqu'on les aide à se relâcher, on les aide à finalement à faire fonctionner les outils qu'ils ont en eux mais qui ne savent pas exploiter, eh bien les patients s'endorment en relaxation, en pleine journée. Ça vous montre que ça marche, c'est un outil qui marche et qu'ils peuvent ensuite, bien entendu, réutiliser chez eux. La relaxation, mais il y a d'autres approches comme la cohérence cardiaque, la pleine conscience, l'auto-hypnose. Donc, tout ce qui me permet à un moment donné au patient, finalement, on va le voir, donc d'être moins en hyper-éveil, donc favoriser le lâcher-prise. Et puis, bien entendu, il faut se mettre quand même dans des conditions où on peut dormir. Il est évident que si on a une ambiance trop chaude, trop froide, éclairée ou suffisamment sombre, bruyante, il est évident que ça va déstabiliser, bien entendu, le sommeil et finalement favoriser des réveils nocturnes à répétition. Et vous voyez que tout ce que je viens de vous décrire, vous le retrouvez ici, les règles d'hygiène, c'est surtout et avant tout une question de bon sens. Alors, vous voyez, on vous a mis ici les rituels de préparation au sommeil. Finalement, la plupart de nos patients le font en consommant leurs produits, même si finalement, ils se préparent à s'endormir. Et puis, pas d'horloge près du lit. Là, les grands anxieux qui vont vous dire « Docteur, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai vu à chaque fois, j'étais réveillé, j'ai vu défiler toutes les heures de la nuit. » En général, ce sont bien des personnes qui se sont endormies, mais qui se réveillent à chaque fin de cycle, qui voient l'horloge. Alors, il faut surtout leur dire de la mettre dans un tiroir et de passer à autre chose.
Et puis, vous voyez, donc toutes les approches que vous avez évoquées tout à l'heure, dans les approches non pharmacologiques qui marchent, y compris chez les gros consommateurs, mais encore faut-il les aider à un moment donné à s'approprier ce type de stratégie, à s'entraîner, car la mise en place de ce type d'approche est essentielle. Et on verra que l'activité physique régulière est très importante, puisque ça vous montre finalement le schéma, hein, la dépense physique. On voit bien que lorsqu'on se remet en activité physique, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour les jeunes, finalement, le fait de faire une activité physique est protectrice. Eh bien, elle aide chez nos patients dans leur régulation émotionnelle. On sait très bien aujourd'hui qu'une activité physique régulière permet de diminuer le tonus anxieux, améliore aussi l'humeur, ça augmente la pression de sommeil, ça crée du rythme dans la journée, ça permet de s'exposer à la lumière et du coup, ça va favoriser, bien entendu, l'endormissement, ça améliore le sommeil. D'ailleurs, les patients ils disent, ça me procure une bonne fatigue qui va favoriser mon endormissement. Et puis, bien entendu, il y a les approches. C'était une question qui était posée. Est-ce que les thérapies cognitivo-comportementales sont utiles? La réponse est oui, bien entendu, puisqu'on va pouvoir travailler notamment sur les éléments, tous les éléments phobiques qui peuvent exister, bien entendu, toutes les ruminations anxieuses que peuvent avoir donc les patients. Hein, ils vont refaire défiler toute la journée qui s'est produite, qui s'est écoulée, et qui vont revisiter donc pendant la phase où finalement c'est une phase propice à ça, puisqu'on est moins stimulé, on est tout seul tout d'un coup, et donc tout revient, et forcément entraînant parfois donc des remous émotionnels extrêmement importants. Qu'est-ce qu'on peut proposer sur le plan pharmacologique? Alors, classiquement, ce que tout le monde connaît, c'est bien entendu le GABA. Vous voyez que finalement, on a bien ce système inhibiteur qui, cette nuit, va favoriser votre endormissement. C'est lui aussi qui vous apaise, hein, le système GABA, hein, donc non seulement par rapport à l'anxiété, mais aussi, vous voyez, pour l'endormissement. C'est une question de stimulation plus ou moins forte. Et in fine, vous voyez, donc les molécules qui vont agir sur ce GABA, en dehors de l'alcool qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, les benzodiazépines et les molécules apparentées, comme le zolpidem ou zopiclone. Alors, je vous ai mis l'oxybate de sodium, mais ça, c'est une situation très particulière, puisque c'est dans le traitement des troubles du sommeil de la narcolepsie. Alors, attention, vous voyez, aux benzodiazépines, c'est une contre-indication hein, si vous avez des apnées du sommeil qui ne sont pas appareillées, des apnées obstructives, puisque ça les aggrave. Et puis, vous avez compris tout à l'heure que ce sont des médicaments purement symptomatiques. Ils ne règlent pas la cause, hein, c'est un traitement du symptôme. Et donc, il est important de définir un contrat. Quels objectifs? Pourquoi on le met en place? À quelle dose? À dose minimale efficace? Et quelle durée hein, qui doit être limitée et qu'il faut absolument réévaluer. Et là aussi, on va choisir la molécule en fonction du type d'insomnie. Si c'est plutôt une insomnie d'endormissement, plutôt une molécule starter, une insomnie de maintien, plutôt une molécule avec une plus longue durée d'action. Mais on le sait, par contre, il existe des phénomènes d'accoutumance qui se mettent en place. Et c'est là qu'on va avoir donc l'escalade, où on va avoir des patients qui vont venir avec des doses de plus en plus importantes, voire des associations de benzodiazépines. Ça ne marche pas mieux. Au contraire, ça va aggraver le problème. Attention aussi, le problème en dehors de toute addiction, c'est le phénomène de dépendance physique hein, qui est classique et qui fait que chaque fois qu'une personne essaye de réduire finalement sa consommation, eh bien, il existe des phénomènes rebonds d'insomnie, rebonds d'anxiété. Et donc, d'où l'importance d'abord de prévenir, d'expliquer aux patients que finalement, ce n'est pas problématique et qu'on va l'aider finalement à quitter le produit. Et en tout cas, jamais d'arrêt brutal, puisque le risque, c'est bien entendu un syndrome de sevrage. Et même chez quelqu'un qui n'est pas épileptique, eh bien, même à dose thérapeutique, eh bien, donc, si un arrêt brutal peut induire des crises d'épilepsie. Alors, la mélatonine, on nous en parle beaucoup. En fait, là aussi, il faut être logique. Vous voyez que finalement, la mélatonine, elle sert surtout, donc, au début, pour favoriser l'endormissement. Et en fait, vous voyez que cette sécrétion de mélatonine, finalement, eh bien, elle va permettre notamment dans deux situations, soit la mélatonine à libération immédiate, lorsqu'il y a les phénomènes de décalage de phase, hein, comme on a avec chez les jeunes, les retards de phase, ou tout simplement liés au voyage, donc le jet lag. Et puis, la forme à libération prolongée qui est commercialisée, elle est proposée dans les insomnies primaires du sujet âgé parce qu'en fait, cette mélatonine diminue dans sa sécrétion lorsqu'on avance dans l'âge et une des hypothèses serait que certaines insomnies, finalement, seraient liées à cette réduction de sécrétion de mélatonine. L'efficacité est quand même extrêmement modeste et d'ailleurs, c'est un médicament qui n'est pas remboursé. Alors, si on est logique, maintenant, vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure qu'une des dimensions majeures que l'on a chez nos patients qui développent une addiction, c'est finalement l'anxiété. Nos patients sont donc en hyper-éveil. Alors,
plutôt bien entendu que de stimuler le système inhibiteur, pourquoi ne pas réduire le système qui est en hyperactivité? Et vous voyez que les neurotransmetteurs impliqués dans l'éveil, c'est l'histamine. L'histamine est un grand classique, hein, c'est pour ça que lorsqu'il y a les allergies, les antihistaminiques historiques entraînaient de la sédation dans la journée. Et puis, bien entendu, les autres neurotransmissions, la noradrénaline, l'acétylcholine. Et juste une petite aparté, pourquoi l'alcool, finalement, vous voyez, il favorise beaucoup les troubles du sommeil? Eh bien, on va voir notamment parce qu'il désensibilise le système GABA et puis, au contraire, va hyperactiver le système excitateur glutamate. Donc, vous voyez pourquoi c'est aussi fréquent. Il y a d'autres éléments, bien entendu, qui contribuent aussi. Et puis, donc, vous voyez, non seulement ces neurotransmissions éveillantes, mais tout le système de stress. Lorsqu'on développe une addiction, finalement, on développe un état de stress chronique. Eh bien, vous voyez que ce sont les voies finales communes, finalement, donc, qui font que nos patients ont une symptomatologie anxieuse dans la journée, mais aussi une symptomatologie anxieuse dans la nuit, qui vont se traduire par ces troubles du sommeil. Alors, comment les prendre en charge? Eh bien, là aussi, il faut être très logique. Aujourd'hui, il faut connaître les mécanismes d'action des médicaments, puisque ça va vous aider et ça va permettre de répondre à plusieurs questions qui ont été posées par l'auditoire. Aujourd'hui, on est en train de repenser finalement comment considérer les médicaments utilisés en neuropsychopharmacologie. Et il y a une nouvelle classification qui a été proposée qui s'appelle la Neuroscience-Based Nomenclature, qui est une classification établie selon les mécanismes d'action des médicaments. Je vous donne un exemple. Là, on vous donne par exemple la classe des antipsychotiques, neuroleptiques antipsychotiques. Eh bien, vous voyez que ce sont des médicaments qui, au-delà de leur effet thérapeutique pour lequel ils sont commercialisés, peuvent avoir, vous voyez, donc un effet antagoniste de l'histamine, antagoniste du récepteur alpha-adrénergique, antagoniste du récepteur cholinergique muscarinique. Alors là, typiquement, ce sont des effets indésirables que ça va induire, mais là, justement, il ne faut pas les considérer comme des effets indésirables, mais comme des effets secondaires désirables. C'est pour ça qu'on parle d'effets latéraux ou secondaires. C'est la même chose avec les antidépresseurs qui agissent sur ces mêmes récepteurs. Et finalement, vous voyez, donc, ce qui pouvait être considéré comme un effet désirable devient un effet désirable. Hein. Donc, au-delà de l'effet thérapeutique principal, on va donc utiliser l'effet latéral de ces molécules. On va les utiliser aussi en fonction des troubles que l'on a caractérisés chez le patient. En effet, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser les antihistaminiques? La réponse est oui. Vous voyez, donc à partir du moment où on va bloquer l'histamine, qui est un système de l'hyperéveil, alors vous avez ici l'hydroxyzine, la Tarax, mais aussi, on m'a posé la question du Teralène, l'alimémazine, bien sûr. Vous voyez, donc ça peut marcher. Et on peut utiliser donc aussi, qui sont, vous voyez, donc des choses où il y a des familles, on va dire une parenté, hein, donc les neuroleptiques ou antipsychotiques avec la siamémazine, le tertian, la loxapine ou le loxapac ou la kétiapine, hein, le xéroquel, avec l'avantage c'est que des médicaments comme le tertian ou le loxapac sont en gouttes, pareil pour le Teralène, et on peut donc vraiment faire un dosage tout à fait personnalisé. Et si on est dans une problématique anxieuse ou dépressive, on peut utiliser des antidépresseurs sédatifs et on a ici donc un tricyclique, hein, le laroxyde, l'amitriptyline qui marche très bien, là aussi qui existe aussi en gouttes et là aussi on peut personnaliser. Et on m'a posé la question, la mirtazapine, Norset ou la miancérine, eh bien oui, parce que finalement, vous voyez, ce sont des molécules qui ont bien un effet antihistaminique, mais aussi on a, notamment avec l'amitriptyline, un effet antagoniste des récepteurs alpha-adrénergiques et cholinergiques. Vous voyez, donc finalement, en connaissant la pharmacologie des différents médicaments, on peut donc tout à fait adapter, traiter donc, ces patients. Sommeil et substitution nicotinique, on a vu tout à l'heure que le tabac était un paradoxe. Finalement, vous voyez que nos patients, tout au long de la journée, vont se titrer donc en fumant. Et puis, vous voyez, tout au long de la journée, finalement, ils fument un peu par plaisir, mais beaucoup pour compenser, finalement, les baisses de nicotine dans le sang, hein, qui a une demi-vie de 2 heures. Et in fine, quand le patient va se coucher, il va, bien entendu, donc se vider de nicotine et les récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau donc, vont être complètement vides. Et ce qui fait que le matin au réveil, on peut avoir des patients qui vont avoir un fort craving, un besoin de fumer tout de suite après le réveil, donc parce qu'il y a une dépendance physique importante. Et d'où l'intérêt, à ce moment-là, bien entendu, d'avoir une couverture nicotinique, y compris au cours de la nuit. Et notamment quand les patients fument en pleine nuit, se réveillent pour fumer, finalement, de mettre une substitution nicotinique va permettre de stabiliser le sommeil.
Et là aussi, finalement, donc choisir entre des patchs qui vont durer 24 heures et des patchs qui vont durer 16 heures, eh bien, ça va dépendre là aussi du patient, de son évaluation. En effet, on a des patients qui, finalement, lorsqu'ils ont une imprégnation nicotinique au cours de la nuit, eh bien, ça peut, de manière dose dépendante, altérer, exactement comme on le disait tout à l'heure avec la cigarette, altérer la latence de l'endormissement. Finalement, je vais mettre du temps à m'endormir, ça va fragmenter mon sommeil, ça va finalement entraîner plus de rêves, modifier mon sommeil paradoxal. Des patients décrivent donc des rêves particuliers. Et à l'inverse, on a des patients qui, au contraire, donc lorsqu'ils sont en carence nicotinique quelque part, eh bien, vont se réveiller. Vous voyez, on va présenter, vous voyez, donc des altérations du sommeil en lien avec le craving nicotinique et un fameux craving matinal. Donc ça va permettre de choisir finalement soit une stratégie 16 heures pour cette première situation, soit une stratégie 24 heures pour cette deuxième situation. Donc là aussi, vous voyez, c'est l'évaluation clinique qui va permettre de définir la meilleure stratégie thérapeutique en fonction de votre patient. La substitution opioïdergique, on a vu à quel point, bien entendu, donc les opioïdes aujourd'hui sont de plus en plus prescrits parce que vous voyez que la problématique de la douleur, là aussi, encore une fois, donc il existe différents types de douleurs. Donc tous les morphiniques ne sont pas forcément les meilleurs traitements de la douleur. Ça, il faut l'avoir en tête. Et notamment dans les douleurs chroniques non cancéreuses, on a comme ça très souvent donc des dérapages. Et malheureusement, eh bien, on va voir d'ailleurs qu'un certain nombre de patients vont finalement utiliser les morphiniques initialement prescrits pour la douleur, mais ils vont servir à gérer d'autres choses, dont la douleur psychique et les troubles du sommeil, mais on va voir que ça va pouvoir poser problème. Si on revient maintenant dans des situations de troubles de l'usage aux opioïdes qui bénéficient d'un traitement de substitution, que ce soit de la méthadone ou de la buprénorphine. Lorsque le patient est en sous-dosage, eh bien, vous voyez que le patient, finalement, ne va pas pouvoir tenir tout le nictamère. On retrouve ici le cycle qu'on a présenté tout à l'heure. Vous voyez, donc finalement, il prend la dose le matin, une dose unique et qui n'est pas suffisante. Finalement, il va se retrouver avec des doses insuffisantes en pleine nuit. Ça va le réveiller au petit matin avec des signes typiques de sevrage. Forcément, quand on est en sevrage opioïde, on est en état de stress. Vous voyez, donc on va être en hyper-éveil avec des symptomatologies anxieuses, des sensations de chaud-froid. C'est l'activation de l'axe sympatho-adrénergique, donc l'axe du stress. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là aussi, d'où l'intérêt de bien poser les questions aux patients. On peut donc adapter la dose, bien entendu, et ça c'est vrai, encore une fois, que ce soit la buprenorphine ou la méthadone, et soit avec une monoprise, ça marche très bien, et du coup, on tient jusqu'au lendemain, soit parfois, le fait de mettre une dose plus importante le matin peut entraîner des effets sédatifs de cette prise unique, et dans ce cas-là, on peut, chez certains patients, donc pouvoir proposer donc une biprise, ce qui va permettre de limiter l'effet donc du premier pic, mais aussi donc de mieux répartir la dose au cours de la journée. Et on a très souvent chez certains de nos patients un craving de fin de journée. Ça permet là aussi donc d'atténuer ce craving de fin de journée, craving qui est très souvent géré par nos patients par différentes consommations, que ce soit d'ailleurs l'alcool, le cannabis, les opioïdes, les benzodiazépines, les aliments, etc. Alors, évidemment, je vous ai montré tout à l'heure que les opioïdes pouvaient induire des troubles respiratoires nocturnes. Et en effet, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que quand finalement un opioïde va induire ces troubles, ça va pouvoir se traduire par de la somnolence dans la journée, un mal-être psychique. Et spontanément, quand les patients, on voit apparaître ce type de symptômes, on aurait tendance à finalement se dire que peut-être que le patient est sous-dosé et je vais donc augmenter la dose. Et c'est là que vous voyez que finalement, eh bien, en augmentant la dose, on va finalement aggraver le trouble. Donc c'est là qu'il faut se poser la question, bien entendu, s'il y a des régulations qui apparaissent alors que le patient était plutôt pas mal équilibré, peut-être que le patient développe des troubles respiratoires nocturnes et ça mérite encore une fois de les explorer puisque ça va être complètement déterminant sur la suite de la prise en charge. Alors, pour finir, vous voyez que finalement, donc, on a vu pas mal de choses, c'est que le trouble du sommeil et les addictions, eh bien, les deux sont fréquents d'abord, que les troubles du sommeil chez nos patients souffrant d'addiction, eh bien, sont très, très fréquents, mais encore faut-il les rechercher, et qu'il existe une intrication entre les deux problématiques, l'un favorise l'autre et réciproquement. Le sommeil, c'est un élément de stabilité psychique. On en a besoin dans notre régulation émotionnelle, cognitive. Et vous voyez que nous sommes tous des individus différents. Et il est important, effectivement, que
chacun apprenne à se connaître, et ça depuis tout petit finalement. Le message à donner, y compris aux enfants, c'est apprendre à se connaître. Et nos patients, finalement, qui se découvrent, parce qu'on a toujours l'impression que finalement, il faut faire comme l'autre, pas du tout. On est tous des situations particulières. Apprendre à se connaître et respecter ses besoins, puisque vous voyez que ce sont des régulations de toute manière qui sont déterminées génétiquement. D'ailleurs, lorsque nous sommes programmés pour dormir beaucoup et qu'on s'astreint à dormir très peu, non seulement, bien entendu, il peut y avoir un impact au niveau de l'équilibre psychique, mais on le sait aujourd'hui, ça favorise plein de complications somatiques, que ce soit bien entendu l'hypertension artérielle, que ce soit aussi les troubles de la régulation de la glycémie, donc le diabète. Et on pense aujourd'hui que cette réduction de sommeil ou de qualité, de quantité de sommeil contribuerait du coup au développement de l'obésité dans les pays, donc problématique, vous voyez, qui est épidémique, qui n'est pas uniquement liée finalement aux surconsommations et à la sédentarité, mais aussi aux altérations du sommeil qui d'ailleurs vont très souvent ensemble. Le trouble du sommeil, vous l'avez vu, c'est un facteur de vulnérabilité. On l'a vu que chez les enfants, lorsqu'il préexiste ce trouble du sommeil, il va favoriser les premiers usages donc d'alcool, tabac, d'autres produits psychoactifs, dont le cannabis. Et donc, vous voyez que c'est finalement quelque chose qui peut exister très tôt. Et donc, c'est un facteur de vulnérabilité auquel il faut penser. Très souvent, on disait, si vous avez des antécédents personnels ou familiaux d'addiction, des antécédents personnels familiaux de troubles psychiatriques, aujourd'hui, pensez au sommeil, car très clairement, s'il existe des troubles du sommeil, potentiellement, vous êtes à risque de développer des conduites addictives. Et vous voyez que ce trouble du sommeil va exister tout au long du continuum, l'initiation des consommations, le maintien des consommations et la rechute. Je veux dire que cette altération du sommeil, il faut y penser, même lorsque le patient ne s'en plaint pas. A fortiori, bien entendu, si le patient a une somnolence diurne, une symptomatologie psychiatrique, puisqu'on a vu à quel point, d'ailleurs, aujourd'hui, les psychiatres recherchent beaucoup plus ces troubles psychiatriques. On pense d'ailleurs qu'un certain nombre de pathologies psychiatriques sont liées aux troubles du sommeil. C'est évident que si vous avez une symptomatologie dépressive ou anxieuse liée aux troubles du sommeil, vous pourrez mettre les antidépresseurs que vous voulez, ça ne marchera pas, parce que vous voyez que le système ne peut pas fonctionner correctement. Et donc, au-delà, bien entendu, donc, de l'existence de plainte, qui doit être un signal d'alerte, il est évident que même quand le patient ne s'en plaint pas, il s'en rend même plus compte parfois, eh bien, il faut savoir les rechercher systématiquement. Ça veut dire qu'il faut être systématique à l'entretien et être exhaustif dans la recherche des choses que le patient ne va pas forcément vous apporter. Vous avez vu que c'est une pièce centrale, une pièce maîtresse dans la prise en charge, à la fois dans la compréhension diagnostique, mais aussi dans le traitement et dans le pronostic, puisque ça va favoriser la rechute. Et finalement, quand on dort bien, on est beaucoup mieux dans la journée. C'est donc un indicateur de qualité de vie. Alors, évidemment, on ne peut pas tout dire au cours de cette présentation parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin, mais on avait rédigé dans le cadre du traité d'addictologie tout un chapitre qui va encore plus loin que tout ce qu'on a évoqué au cours de cette présentation et que vous pourrez retrouver dans ce chapitre et qui vous donne là aussi non seulement donc une lecture finalement très pragmatique et pratique des troubles du sommeil et associés aux addictions et des modalités de les prises en charge. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir reprendre pour cette partie questions qui ont été assez nombreuses. Donc, il y a eu des questions au fil de votre intervention, puis des questions qui ont été posées en fin d'intervention. Donc, je vais vous les poser dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Donc, d'abord, beaucoup aussi de remerciements pour la clarté de votre exposé. Et avant d'oublier, je précise aussi qu'un lien vous a été transféré à tous les participants pour l'évaluation dont je vous parlais en début d'intervention. Donc, n'hésitez pas à le compléter, voilà, compléter cette évaluation. Alors, concernant les questions, donc il y avait une première question à laquelle vous avez répondu, est-ce que l'arrêt du tabac peut avoir une incidence sur le sommeil? Et oui. Ça, je pense que voilà, la question a été largement répondue. Voilà. D'ailleurs, d'où l'importance aussi à un moment donné de bien substituer. Et on voit bien que lorsque les patients ne sont pas correctement substitués, on va avoir d'ailleurs une symptomatologie qui finalement va favoriser donc le trouble du sommeil. Et à l'inverse, vous avez vu que trop de nicotine peut être stimulante et peut induire aussi une insomnie. Donc d'où l'importance, voilà, donc encore une fois, d'adapter en fonction du patient. Aujourd'hui, on est d'autant plus pertinent qu'on le fait de manière personnalisée. Vraiment, l'addiction, c'est une maladie chronique. Et vous voyez que le trouble du sommeil, ça peut durer un certain temps aussi, donc la coexistence des deux. Et on est d'autant plus efficace qu'on identifie correctement les deux. Et en lien avec la nicotine, donc il y avait une question. Alors, qu'en est-il de la cigarette électronique? C'est la même chose que le tabac?
Alors, en fait, la cigarette électronique, après, tout dépend si vous mettez de la nicotine. Donc, c'est le même raisonnement par rapport à la nicotine. Encore une fois, on a des patients qui ont une dimension comportementale importante. Donc, finalement, s'ils vont utiliser dans la nuit la cigarette électronique, pourquoi pas? Donc, non. L'avantage, encore une fois, de la cigarette électronique, c'est qu'elle permet vraiment d'être un outil de réduction des risques et des dommages, puisqu'elle permet de supprimer donc la combustion. Après, tout dépend effectivement de la quantité chargée ou pas en nicotine. Mais chez nos patients, notamment qui peuvent être de très gros fumeurs, on panache tout, hein. On va avoir aussi bien la substitution nicotinique par patch, par gomme ou pastille, une inhaler, plus la cigarette électronique chargée ou pas en nicotine, plus le fait de pouvoir continuer à fumer. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer une stratégie qui va permettre dans tous les cas aux patients de réduire ou d'arrêter. Et après, là aussi, tout ça est complètement évolutif, c'est-à-dire qu'on peut démarrer d'une certaine façon avec le patient, et là aussi, on réévalue systématiquement et on adapte, bien entendu, toute la stratégie, puisque de toute manière, aujourd'hui, il n'y a pas plus toxique qu'une cigarette conventionnelle, hein, qu'elle soit industrielle ou artisanale, et on sait même que les artisanales sont même plus toxiques parce que il existe une hétérogénéité dans la préparation, il n'y a pas toujours un filtre, le compactage on va dire, du tabac, il n'est pas forcément toujours très bien fait, et les phénomènes de combustion peuvent être plus importants. Donc, du coup, il n'y a pas plus toxique que ça. Donc, toutes les autres stratégies que vous allez proposer, ça ne peut être que mieux finalement. Et en plus, on va pouvoir adapter là aussi de manière personnalisée tout au long de la prise en charge. Ensuite, nous avons une question concernant le syndrome d'apnée du sommeil. N'y a-t-il pas un facteur sociétal avec notion d'ondes électromagnétiques, par exemple, phénomène récent, point d'interrogation? Alors, le rôle des ondes, c'est compliqué, hein. Vous savez très bien que c'est très, très décrié. Indépendamment de ça, non, le syndrome d'apnée du sommeil, il existe avec ces deux grandes versions, je dirais, la version obstructive, qui est très souvent liée à la surcharge pondérale, l'obésité, mais il existe des formes sans surcharge pondérale. Il suffit d'avoir finalement des petites mâchoires avec des rétromandibules. Les enfants avec les grosses amygdales, typiquement, peuvent faire des apnées obstructives du sommeil. Donc, du coup, toutes ces situations-là, à un moment donné, il faut pouvoir les évaluer et traiter les patients, car très clairement, on a une plus-value quand ça marche bien. Très rapidement, on a une efficacité. Et les patients qui sont transformés avec ces traitements, très clairement, mais là aussi, comme toujours, il existe des problèmes d'adhérence thérapeutique, de compliance, et on sait très bien qu'un patient sur 3 va abandonner parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué à gérer, même si aujourd'hui les dispositifs ont énormément évolué, hein, ils se sont miniaturisés, ils sont beaucoup plus silencieux, avec différents appareillages en termes de masques qui permettent là aussi d'adapter en fonction du patient, hein, qui prennent le nez ou la bouche, donc avec tous les systèmes d'humidification de l'air pour justement réduire le caractère désagréable de la pression d'air, de la sécheresse. Et puis les apnées centrales, là je peux vous dire que c'est pas du cinéma, c'est une réalité. On a des patients avec des formes extrêmement sévères et si on ne les prend pas en charge, c'est juste ingérable. Vous ne pouvez pas traiter votre patient. D'ailleurs, et qui ont dit que finalement, lorsqu'on consomme de l'alcool, on développe une symptomatologie anxieuse et dépressive, on a beau mettre des traitements antidépresseurs, ça ne marche pas parce que ça entraîne de telles altérations neurochimiques que les médicaments ne peuvent pas marcher. Eh bien là, c'est pareil. Si votre cerveau il est en hypoxie, comment voulez-vous effectivement que les différentes neurotransmissions fonctionnent correctement si le cerveau est en hypoxie une grosse partie de la nuit? Donc, il est évident que sur le plan cognitif, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'il est important à un moment donné donc de rechercher ces troubles, car très clairement, ça fera une différence sur les stratégies thérapeutiques. Alors, des apnées centrales, il y a notamment une question justement chez les sujets sportifs sans surpoids ni traitement opioïde. Les apnées d'origine centrale arrivent aussi. Quelle approche de prise en charge? Alors, donc, du coup, l'apnée centrale, comme son nom l'indique, elle est centrale. Donc, il faut rechercher une cause au niveau du système nerveux central, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire toute une évaluation avec une imagerie cérébrale. Et puis, on peut retrouver aussi chez les personnes plus âgées, notamment des problèmes de cardiopathie, hein, lorsqu'il y a des insuffisances cardiaques avec on va dire, des problématiques de débit et donc de fonctionnement, donc en fonction des concentrations repérées. Donc, l'insuffisance cardiaque est une cause d'apnée centrale. Donc voilà, il faut rechercher tout ce qui peut favoriser les apnées centrales, au-delà, bien entendu, des médicaments. Une question concernant l'alcool. Donc, de quelle quantité d'alcool est-il question dans son usage à visée hypnotique? Un verre? Une bouteille?
Les deux. Tout dépend où on se situe dans le continuum, hein, bien entendu. On a des patients qui vont débuter avec un verre et puis d'autres vont finir avec la bouteille, voire 2 bouteilles, et pas forcément de vin, mais de whisky ou de vodka. Donc, on a tous les cas de figure. On a comme ça des personnes, même d'un certain âge, qui font un véritable binge, hein, le soir, dans la moitié de consommation, pour s'anesthésier et pouvoir dormir, ce moyen qu'ils ont trouvé. Alors ensuite, une question concernant alors l'heure de réveil du matin. Quelle heure de réveil le matin est considérée comme insomnie terminale? En fait, là aussi, tout dépend comment vous êtes organisé et comment finalement, vous avez structuré votre journée, ce que vous avez prévu de faire. C'est évident que si c'est une insomnie du petit matin, donc à 3-4 heures du matin, c'est évident que c'est un peu tôt, mais il y a des patients petits dormeurs qui vont se réveiller à 3-4 heures du matin. Encore une fois, là aussi, il y a des patients qui pensent qu'ils doivent dormir comme les autres. Donc non, si ils se réveillent à 3-4 heures du matin, mais qu'ils sont frais et dispo, peut-être que génétiquement, ils n'ont pas besoin de dormir plus. Donc tout ça, il faut l'évaluer. Parfois, il faut rassurer le patient qui ne comprend pas. Il dit, mais les autres, ils dorment beaucoup plus. Mais justement, d'où l'intérêt d'évaluer. S'il n'y a pas d'impact dans la journée, peut-être que les besoins ne sont pas les mêmes. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il se couche un peu plus tard pour se réveiller un peu plus tard. Merci. L'activité physique, à quelle intensité et à quelle heure maximum le soir? Alors, c'est une question importante parce que là aussi, quand on veut favoriser l'endormissement, il est évident qu'il vaut mieux une chambre un peu plus fraîche, pas trop non plus, parce qu'autrement c'est éveillant, 18, 19 degrés. Les dames aiment un peu plus plutôt 19 degrés plutôt que 18. Donc on le sait, finalement, lorsqu'il c'est trop chaud, d'ailleurs en été, quand il fait trop chaud, on n'est pas dans une chambre climatisée, on a du mal à s'endormir, mais quand il fait trop froid, c'est aussi, on lutte contre le froid, donc c'est pas bon. Donc il faut trouver la bonne température, là aussi en fonction de ce qu'on aime. Et il est évident que si vous faites une activité physique trop intense, c'est évident que, c'est stimulant. On parlait tout à l'heure, donc il faut pouvoir s'apaiser à un moment donné. Donc ça peut être stimulant. Ça fait monter la température centrale. Et donc si on fait monter la température centrale, on va décaler l'endormissement. Or, on sait aujourd'hui que pour favoriser d'abord le sommeil lent profond, le sommeil, l'endormissement, mais aussi le sommeil paradoxal, il faut au contraire que le corps puisse diminuer en température. Donc, c'est pour ça que l'abaissement de température est important, puisqu'il va aider finalement les différents stades de sommeil à se mettre en place. Donc, l'activité physique, oui, mais pas trop non plus, parce qu'autrement, c'est éveillant et ça augmente la température centrale. Pareil pour la douche. Si vous prenez des douches trop chaudes, ça peut aussi, quelque part, soit relaxer, soit au contraire, à un moment donné, donc limiter l'endormissement. Et trop froid aussi, bien entendu. Ensuite, on a eu des questions concernant les liens entre troubles du sommeil et compulsions alimentaires. Voilà, une personne demandait des éclaircissements. En fait, on a des patients qui vont se réveiller en pleine nuit. Typiquement, ils vont avoir le macro-éveil après un premier cycle et on a des patients qui ont trouvé comme stratégie pour pouvoir s'apaiser et se rendormir de consommer. Donc, mais malheureusement, lorsqu'on est dans une problématique anxieuse, on a parfois des consommations un peu importantes. Donc, on est vraiment sur un mode très compulsif et du coup, le patient va se rendormir, mais pas forcément tout de suite. En tout cas, c'est le moyen qu'il a trouvé pour s'endormir. Certains vont le faire avec d'autres produits, certains le font avec la nourriture. Du coup, ça va contribuer à fragmenter le sommeil. Si je fragmente le sommeil, finalement, je vais contribuer à moins dormir. Et si je dors moins, finalement, je suis plus anxieux dans la journée, mais aussi dans la nuit suivante. Donc, vous voyez, du coup, on entretient des cercles vicieux. D'où l'importance, bien entendu, d'apaiser l'anxiété chez ces patients, de leur aider à mettre en place des stratégies alternatives, car encore une fois, nos patients sont pragmatiques. Ils utilisent des stratégies qu'ils connaissent, pour lesquelles ils ont repéré que ça marchait. À partir du moment où on sait que ça marche, on attend un bénéfice et on ne va pas forcément chercher autre chose, surtout si on ne sait pas quoi rechercher. Et donc, encore une fois, c'est là qu'on a un rôle pédagogique avec nos patients, c'est les aider à mettre en place des stratégies, à les expérimenter dans le service quand vous avez la possibilité de le faire dans votre service pour qu'ils puissent s'apercevoir que ça marche, que finalement, ils sont
ils répondent à ce type d'approche. Et on a des patients qui sont d'ailleurs très étonnés de voir que ça marche, mais ils ne l'ont jamais fait. Vous voyez bien qu'on a des jeunes qui, notamment parce que je dis des jeunes, parce qu'il y a des personnes qui finalement avaient un mode de fonctionnement qui à un moment donné était en équilibre et qui ont eu des événements de vie qui finalement, donc ça s'est décompensé. Mais on a des jeunes qui ont appris à gérer finalement leur mode de fonctionnement uniquement au travers des produits. Ça veut dire que dans leur structuration, ils n'ont pas appris à fonctionner différemment. Donc, il faut même pas réapprendre, mais apprendre carrément de nouvelles stratégies. Et donc, il y a un vrai travail d'accompagnement et d'entraînement. Car du coup, les patients, forcément, ils vont pas toujours mettre en place tout de suite chez eux. Il y a un vrai travail d'accompagnement, les aider à repérer pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a été difficile, et parfois pouvoir proposer des approches plus simples encore, parce que vous voyez bien que finalement, consommer un produit, les aliments ou autre chose, c'est quelque chose qui est très facile. D'abord, c'est sous la main, avec une réponse immédiate, comme les écrans. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais du formatage. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir leur donner une stratégie à emporter facile, une take-home relaxation, une take-home cohérence cardiaque ou une take-home pleine conscience. Et là aussi, en fonction des patients, il va falloir choisir la stratégie qui leur convient bien. Certaines personnes ne seront pas du tout bien en relaxation parce que le lâcher-prise est trop anxiogène. Donc là aussi, il faut savoir repérer en fonction du patient la meilleure stratégie qui va permettre justement à pouvoir à un moment donné de se passer de la stratégie utilisée par la patiente, stratégie qu'elle utilise depuis très longtemps, qui est carrément automatisée, mais donc il faut lui proposer quelque chose d'autre, plus simple encore à utiliser. Dans les stratégies, donc on a une question qui vient d'arriver. Le mug de lait tiède, mythe ou réalité? Alors attendez, le mythe du lait tiède. Mug de lait tiède, c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment efficace? Après, vous savez très bien qu'au-delà du produit, c'est l'attente que vous en avez. C'est évident que si ça vous permet de vous apaiser, vous savez que ça fait partie des routines, des rituels d'endormissement. Je l'ai évoqué dans les règles d'hygiène. Finalement, nos patients ont leurs propres règles avec leurs propres rituels. Et on a besoin de ces rituels parce que finalement, on les connaît, ils nous apaisent et ils nous permettent à un moment donné de quitter, je dirais, tous les éléments stressants ou stimulants de la journée pour pouvoir s'endormir. Donc, pourquoi pas? Certains vont être un peu de lecture, certains un peu de musique, certains vont faire de la respiration, etc. Donc, ce qui compte à un moment donné, c'est de trouver la bonne routine qui permet de s'apaiser et qui ne soit pas délétère, bien entendu. Donc, ça peut être le lait tiède, mais ça peut être la tisane d'ailleurs, ou ce que vous voulez. Alors, il faut prendre. Alors, les cauchemars, voilà. Quid de l'évaluation de l'existence de cauchemars récurrents en addictologie, par exemple dans le cas de psychotraumatismes, qui vont progressivement amener les patients à fuir le sommeil, donc retarder l'endormissement ou le provoquer par le biais de substances. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je n'ai pas en tête la prévalence des cauchemars, surtout en lien avec les psychotraumatismes, mais vous avez tout à fait raison. On a des patients qui procrastinent énormément, qui retardent le plus possible l'endormissement, et du coup ils finissent par s'endormir par épuisement ou finalement en s'anesthésiant en prenant des produits pour éviter justement ce vécu douloureux. Et finalement, là aussi, c'est la prise en charge du PTSD qui va aider le patient, l'apaisement de la tension anxieuse et puis toutes les approches thérapeutiques qu'on a évoquées pour favoriser l'endormissement et son maintien tout au long de la nuit. Donc, vous voyez, c'est une approche sur plusieurs aspects en même temps. Et vraiment, la prise en charge du PTSD par les différentes approches, c'est là qu'on voit qu'il y a des stratégies qui marchent bien, comme l'EMDR ou des approches en sophrologie qui permettent vraiment de couper donc, un vécu émotionnel extrêmement douloureux chez les patients. Et là aussi, on peut avoir d'ailleurs parfois des effets assez rapides chez certains patients. Donc, oui, vrai travail de réassurance. La pharmacologie, elle est très utile parce qu'elle permet assez rapidement d'avoir une réponse et donc montrer qu'on peut aider les patients. Mais l'objectif, c'est pas de rester sur des approches pharmacologiques. L'objectif, c'est ensuite permettre aux patients finalement d'intégrer des stratégies non pharmacologiques pour devenir autonomes, très clairement, et fonctionner par ses propres moyens. Pour les patients en traitement méthadone, peut-on augmenter le dosage si le patient a du mal à dormir? Oui. Encore une fois, on est dans l'équilibre du patient. L'objectif, il faut avoir une vision globale parce que si le patient a du mal à dormir, qu'est-ce qu'il risque de faire? Au final, il risque de consommer autre chose que de la méthadone ou quand il peut même carrément mésuser son traitement. On sait très bien aujourd'hui que lorsqu'il y a un mésusage, il faut toujours penser sous-dosage et le patient finalement gère
le sous-dosage par du mésusage. Donc, et à défaut de mésuser son traitement, il peut tout à fait ensuite consommer d'autres produits pour finalement compenser et dormir. Donc, à un moment donné, ça fait partie là aussi dans l'équilibre du patient, au-delà, bien entendu, de la consommation d'opioïdes. Pendant trop longtemps, on a raisonné uniquement consommation du produit qu'on devait substituer. Ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, on sait très bien que le dosage, eh bien, il doit être personnalisé en fonction des différentes dimensions qui sont évaluées chez le patient. Certes, la consommation de l'opioïde, mais aussi la pensée qu'il peut avoir vis-à-vis de l'opioïde, donc le craving, et puis toutes les autres dimensions de fonctionnement du patient, dont son anxiété, dont les troubles du sommeil qui sont d'ailleurs liés aux éléments d'anxiété, et les autres consommations. S'il persiste d'autres consommations, vraisemblablement, l'équilibre psychique est insuffisant, et donc on peut gagner encore en adaptant la dose, que ce soit de la buprenorphine ou de méthadone. Un ou une participante n'a pas compris le syndrome des jambes sans repos. Si vous pouvez expliquer. Alors, le syndrome des jambes sans repos, donc typiquement, c'est une personne qui va s'allonger le soir et puis qui va avoir des sensations désagréables dans les jambes. Alors très souvent, c'est les jambes, mais ça peut toucher aussi les bras. Et ça peut être simplement picotement, mais ça peut aller jusqu'à des douleurs, parfois extrêmement pénibles, qui font que les patients vont devoir se lever. Et le seul moyen pour apaiser ces symptômes, c'est finalement de bouger. C'est pour ça qu'on parle de jambes sans repos, de bouger. Alors, soit bouger dans le lit, soit carrément se lever, marcher. On a des patients qui vont faire des kilomètres et des kilomètres tout au long de la nuit. Donc, on doit vous dire qu'il y a des patients qui vont faire des nuits blanches carrément. Donc, ce syndrome, il en existe différentes formes, des formes idiopathiques pour lesquelles on n'a pas de cause. Et puis, on pense qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements dopaminergiques qui contribueraient. Et puis, il peut y avoir des formes liées notamment à des carences en fer ou encore à la prise de certains médicaments. Et en tout cas, ce sont des patients que l'on traite avec, en première intention, des agonistes dopaminergiques sur le plan médicamenteux. Et puis, lorsque ça ne suffit pas, on peut utiliser y compris les agonistes opioïdergiques. Mais ce sont des patients qui peuvent être effectivement extrêmement invalidés. Et donc, d'où l'importance là aussi de repérer les symptômes et de pouvoir les traiter. Alors, on a une question qui vient d'arriver sur les patients qui ont l'impression de ne pas pouvoir dormir de la nuit et de faire qui font des macro-réveils. Que faire avec eux? Alors juste, je vois, on parle d'une question ferritine. J'avais un patient qui m'avait été adressé pour une forme sévère réfractaire syndrome de jambes sans repos, et lui, il avait une neuropathie. On recherche toujours une neuropathie sous-jacente, une neuropathie une atteinte des nerfs périphériques, et d'ailleurs associée à une insuffisance rénale. Et c'est un patient là qu'on a pu réguler finalement avec restructurant complètement le traitement. Voilà. Alors, reposez la question, Cécilia, excusez-moi. Sur les macro-réveils, sur les patients qui font des macro-réveils, que faire avec ces patients? Alors, il faut comprendre pourquoi il y a un macro-éveil. Très clairement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des patients qui se réveillent tout au long de la nuit et là, de manière longue. Alors, s'ils se réveillent de manière longue, ça veut dire que est-ce que la pression de sommeil est insuffisante? Est-ce que c'est le système hypnotique qui n'est pas suffisant? Ou au contraire, est-ce qu'on est en hyper-éveil? Est-ce que le patient, finalement, est trop stimulé? Et c'est là qu'il faut, finalement, investiguer toutes les causes qui peuvent favoriser ces macro-éveils. Est-ce qu'il a consommé des produits qui peuvent maintenir? Ou est-ce que c'est son niveau d'anxiété qui est trop élevé? Ou s'il y a un contexte, finalement, qui favorise l'éveil et le maintien donc, de l'éveil. Très souvent, très souvent, dans l'expérience qu'on en a et les patients conçus dans le service, il y a une problématique anxieuse. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec le patient, gérer sa problématique anxieuse. Et c'est là que les médicaments qu'on a évoqués sont très intéressants. On peut faire des combinaisons quand une stratégie ne marche pas. On peut tout à fait donc combiner les médicaments, au moins dans un premier temps, pour favoriser l'endormissement et le maintien du sommeil. Et après, bien entendu, au fur et à mesure que le patient va mieux et qui peut réinvestir des choses dans la journée, parce qu'il est évident que si vous ne dormez pas de la nuit, comment avez-vous l'énergie pour remettre une activité physique ou réinvestir, vous voyez, donc un travail même psychique dans la journée, c'est très compliqué. Donc, de permettre à un moment donné de restaurer le sommeil va permettre de restaurer les capacités de mobilisation du patient et donc de réengagement dans les différents domaines de la vie, que ce soit l'activité physique ou autre chose. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ça peut être une plus-value assez rapide et qui renvoie un message très positif au patient. Alors, on va prendre les dernières questions. Alors, une remarque question qui parlait de la dimension du confinement, la restriction des libertés actuelles. En quoi cela représenterait-il un facteur supplémentaire émergent par rapport
aux troubles du sommeil, Ah ben, à aux partir usages addictifs. oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où une personne ne peut pas vivre comme d'habitude, entre guillemets, le changement est anxiogène. En plus, ça, c'est un changement qui est imposé, pour lequel on a du mal à voir une fin. Il est évident que lorsque on est dans une situation d'incertitude, c'est anxiogène. Alors, nous avons des niveaux très différents, bien entendu, pour entre guillemets, encaisser ces changements. Certaines personnes ont des capacités finalement où bon, ça les perturbe peu, et puis d'autres sont beaucoup plus sensibles. Et on va du coup voir des personnes qui vont entre guillemets décompenser. Vous voyez qu'on n'a jamais vu autant de symptomatologie dépressive au cours de la fin de l'année dernière, alors que d'habitude les niveaux n'étaient pas aussi élevés. Donc il est évident que le contexte actuel a contribué à fragiliser donc les personnes, notamment celles qui ont des vulnérabilités. Donc il est évident qu'il faut être plus attentif dans le contexte actuel qui fragilise, on va dire, la société dans son ensemble, et ça vous montre que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est là qu'il est très important que des personnes, parce que finalement, quand on peut, on va dire, tolérer des changements importants, et c'est pareil pour les 3-8, il y a des personnes qui peuvent changer, vous voyez, de rythme de vie assez facilement, sauf en vieillissant, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Et puis d'autres, c'est juste impossible. Les systèmes de régulation ne peuvent pas mettre en place des contre-régulations comme ça aussi rapidement. Ça fragilise les personnes. Donc, c'est chez ces personnes, lorsqu'elles sont plus vulnérables, il est très important de respecter les règles d'hygiène de vie, de bien apprendre à se connaître et de respecter ses besoins physiologiques, car en respectant ses besoins physiologiques, c'est pas du 100%, mais ça permet de réduire le risque effectivement donc de complications, et notamment en termes de santé mentale. Merci. Une question très pratique concernant le dosage de mélatonine. Jusqu'à quel dosage allez-vous? Alors, moi personnellement, je ne la presserai plus la mélatonine parce que j'en suis assez déçu. Dans mon expérience, même en montant des doses à plus de 2 mg, alors je pourrais vous montrer des diapositives dans les choses. On peut montrer une diapositive éventuellement? Ah oui, allez-y. Hein. Oui, oui. Alors, je vais... Ce qui est proposé, vous devez la voir, là je pense. Donc la place de la mélatonine. Vous voyez, donc l'effet sédatif de Pas encore, moi je ne la vois pas. Ah, vous ne la voyez pas. Alors attendez, Non. je partage l'écran. C'est parce que je n'ai pas partagé l'écran. Alors, là, ça va être bon. Oui, là c'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une diapositive dédiée à la mélatonine. Je le fais parce que régulièrement, les gens posent la question. Bien entendu, c'est tellement demandé et puis c'est à la mode, je dirais. Vous voyez que l'effet sédatif entre 2 et 5 mg, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est surtout l'effet horloge. Et finalement, vous voyez, donc dans les troubles du sommeil d'éveil par décalage horaire, entre 0,5 et 2 mg. Et lorsque, vous voyez, c'est des retards de phase chez l'adolescent, d'abord les approches comportementales, et si ça ne suffit pas, on va proposer, vous voyez, une forme à libération immédiate, parce que ça paraît logique, vous voyez, c'est l'induction du sommeil, hein, c'est permettre de recaler le décalage de phase, et vous voyez, donc 0,5 à 1 mg. Dans ces situations-là, donc 0,5 à 2 mg. Et puis, si je vous montre même... Vous voyez, donc, bon, là, c'est le circadin, la mélatonine, qui est la forme à libération prolongée. Après, vous avez ici, vous voyez, donc, les formes proposées, y compris dans certaines situations particulières, vous voyez, donc, de l'enfant, donc, le trouble du sommeil, ou certaines situations de pathologies associées qu'on peut avoir, il y a certains troubles neurodéveloppementaux, voilà, qui sont pressés dans le cadre de RTU. Donc, vous voyez que, au final, encore une fois, dans mon expérience, y compris des patients compliqués qui étaient même en échec dans les centres du sommeil, on les prend en charge selon les modalités que je vous ai proposées et ça marche. Et ça marche. Donc, globalement, avec les stratégies que je vous ai proposées, vous avez déjà une batterie d'approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Hein, ça, c'est essentiel. Il n'y a pas que la pharmacologie, hein, il y a toute la non-pharmacologie qui est essentielle et qui peut aider vos patients. Du coup, il y a une nouvelle question sur la mélatonine. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour la mélatonine chez des personnes sous traitement neuroleptique et antidépresseur? Attendez, je quitte. Sur neuroleptique et antidépresseur, en fait, le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas tellement est-ce qu'il y a une contre-indication ou contre-indication. Est-ce qu'il y a une bonne indication de la mélatonine? Le problème, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à prescrire ce médicament
parce qu'on pense que ça va aider le patient, mais encore une fois, très souvent, la prescription de ce médicament se fait sans une évaluation suffisante de la cause du trouble du sommeil. Et in fine, si vous proposez de la mélatonine alors que la problématique n'a rien à voir avec une réduction de sécrétion de mélatonine, on tape à côté. Donc, vous voyez, au-delà c'est surtout de quoi on parle et qu'est-ce qu'on traite. Encore une fois, c'est exactement la même chose que pour les morphiniques. Aujourd'hui, les morphiniques sont bons antalgiques, sauf pour les douleurs neuropathiques. Donc, aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça quand on dit on traite une douleur, de quelle douleur parle-t-on, hein, encore. Et donc, si vous avez un trouble du sommeil, une insomnie, vous voyez que déjà dans les troubles du sommeil, il y en a plein de différents. Et dans le cas d'une insomnie, finalement, il y a différentes causes d'insomnie. Donc, au-delà, vous voyez, de indication contre-indication, c'est de quoi on parle, et c'est ça qui va permettre aujourd'hui de définir la pertinence de l'approche thérapeutique. Et peut-être toute dernière question pour vous libérer. Donc, concernant l'addiction et les écrans, peut-on parler d'addiction aux écrans pour en revenir au début de votre propos sur les jeunes notamment, ou s'agit-il uniquement pour le moment d'addiction aux jeux vidéo? En fait, ça rejoint d'abord un écran en lui-même, c'est qu'un écran. C'est le contenu, hein, bien entendu. N'oubliez pas que ce qui fait l'addiction, ce n'est pas le produit, mais l'usage qui en est fait. Là aussi, finalement, quand on veut évaluer une problématique liée aux écrans, c'est l'impact que ça a dans les autres domaines de la vie. Donc, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est l'écran lui-même ou est-ce que c'est finalement son contenu? Et dans son contenu, finalement, il y a plein de choses pour lesquelles, à un moment donné, la personne va avoir besoin d'y retourner, de consulter ou y passer beaucoup d'heures. Est-ce que c'est du réseau social? Est-ce que c'est finalement du jeu? Est-ce que c'est finalement des achats? Est-ce que c'est juste de l'information? Est-ce que c'est de la pornographie? Aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui consomment beaucoup d'heures par semaine, voire par jour. Donc aujourd'hui, on voit bien, donc au-delà de l'écran lui-même, c'est ce qu'il y a derrière et le besoin du jeune. Et encore une fois, à partir du moment où cette consommation entraîne un impact dans les autres domaines de la vie, eh bien là, effectivement, on est dans un usage problématique. Typiquement, ça correspond finalement aux différentes, la définition des addictions, c'est-à-dire que finalement, c'est une réduction donc des autres domaines, un impact dans la relation. Si finalement le jeune va avoir une altération de sa relation avec son entourage, une réduction des performances scolaires, le fait qu'il réduise son activité dans les différents domaines de la vie, et puis il est triste. Donc, c'est évident que là, on est dans quelque chose qui relève d'un usage problématique. Donc, vous voyez qu'au-delà de la quantité, c'est finalement l'impact que va avoir effectivement l'usage. Donc, ce qui veut dire que là aussi, le curseur, potentiellement, il peut être mis à différents niveaux selon le jeune. Par contre, on le sait aujourd'hui, il est évident que c'est pour ça qu'il y a eu des repères qui ont été édictés avec la règle des 3, 6, 9, 12 pour faire en fonction de l'âge, limiter, mettre des repères pour aider finalement les parents à exposer de manière plus appropriée, je dirais, les jeunes aux écrans. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de les priver aujourd'hui d'un outil qui est omniprésent dans notre vie, mais faire en sorte qu'ils puissent en avoir un usage, on va dire, approprié et apprennent à le gérer là aussi en fonction de leur évolution. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des repères avec les différents âges, pas avant 3 ans. Et puis après, on accompagne crescendo en fonction de l'usage et apprendre à utiliser de manière appropriée. Car finalement, vous voyez, c'est comme pour les autres produits, c'est une question de continuum où on se situe entre l'usage non problématique et un trouble de l'usage qui devient problématique. Merci. Donc, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Voilà, dans tous les cas, cette intervention est donc disponible sur notre site en replay, puisque vous avez accepté cela, qu'elle soit visionnable par la suite. Donc, on vous en remercie. Et voilà, au nom de la Coréade, au nom de tous les participants, je vous remercie encore une fois du temps que vous nous avez consacré pour cette présentation qui était très, très enrichissante, comme vient de noter une participante. Et voilà, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Au revoir et puis bonne continuation pour les conférences du Coréade. Au revoir. Merci, au revoir.